Police? On a tiré sur 3 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, il est mort! Dépêchez-vous! Ici, le bureau 74. On se met en route immédiatement. On se dirige vers le nord-est d'Indianapolis. On nous a signalé 3 victimes par arme à feu. L'une est décédée sur les lieux, les 2 autres sont à l'hôpital. L'inspecteur Tom Lane a découvert le travail d'enquêteur lorsqu'il était dans la police militaire. Je dois garder l'esprit ouvert et focalisé sur l'enquête. Je vais assister mon coéquipier, l'inspecteur Lane, qui sera l'enquêteur principal sur cette affaire. Ancien marine, l'inspecteur Wager a passé 14 ans dans la police de la route avant de rejoindre la brigade criminelle. Le cœur d'une affaire, l'essence même de ce boulot, ce sont les indices. Je les examine et j'essaie de savoir ce qu'ils veulent dire. Salut vieux. On n'a pas grand-chose pour l'instant. Je viens d'arriver. Doug Cook était le premier sur les lieux. Donc on va voir avec lui avant de commencer. D'accord. On a 2 morts sur les 3 qui ont été touchés. Une des victimes est toujours ici, sur le trottoir. Il a reçu une balle dans la tête. L'autre se trouvait ici. Il a été transporté à l'hôpital, mais il a succombé à ses blessures avant d'y arriver. Il y a une jeune femme qui était dans sa voiture, sur le siège conducteur ou passager, je ne sais pas. Elle a reçu une balle dans la main lors de la fusillade. D'après ce que je sais, c'était une soirée Halloween. On essaie de déterminer qui était impliqué. On va respirer un grand coup et on va s'y mettre. Une des victimes a reçu une balle dans la tête. Près du corps, une voiture a été mitraillée. Vu les dégâts, je dirais qu'elle était garée près de là où se trouvaient les victimes. On a retrouvé plusieurs douilles de calibre 7,62 à l'angle de l'immeuble, ce qui semble indiquer que l'arme utilisée était un AK-47. Il y avait des clés de voiture près des douilles, avec un porte-clés Mercury. D'après l'emplacement de ces clés et des douilles, c'est sans doute le tireur qui les a laissées tomber. On va chercher si on retrouve une Mercury dans le coin. Je vais faire des prélèvements de sang sur la voiture blanche qui est devant la victime, la porte ouverte. C'est de l'eau distillée, pour humidifier le coton-tige et faciliter le prélèvement du sang sur le véhicule. En examinant la voiture, Dustin découvre quelque chose qui peut s'avérer important. On dirait qu'il y a un fragment de balle. Il doit toujours y être. J'ai entendu un bruit. Il y a un fragment de balle là. Vous voyez? Ouais. Je vais prendre l'appareil photo. Ce fragment de balle peut s'avérer important. Si on retrouve une arme, on pourra peut-être comparer le fragment et l'arme. Jeff, à propos des clés retrouvées près des douilles, il y a de fortes chances pour que ce soit le tireur qui ait fait tomber ses clés et qu'il n'ait pas pu reprendre sa voiture. C'est un porte-clés Mercury. Est-ce que tu peux vérifier s'il n'y a pas une Mercury dans le parking? D'accord. Merci. Je vais parler aux gens qui sont là-bas et j'espère trouver quelqu'un qui a un lien ou qui connaissait les victimes afin de les identifier. Vous voulez bien venir par ici un instant? C'est pour faire avancer l'enquête. D'après les témoins, les 2 victimes décédées étaient frères, Tori et Charles Carter. Charles, dont le corps est toujours sur les lieux, était à quelques semaines de son 20e anniversaire. Tori, qui n'avait que 18 ans, venait d'être accepté à l'université. Il est mort dans l'ambulance. Visiblement, Tori est entré dans l'immeuble et a rencontré quelqu'un avec qui il s'est disputé. Il est ressorti et ils étaient dehors en train de discuter quand les coups de feu ont éclaté. Quelqu'un lui avait déjà tiré dessus plus tôt? Oui.
Vous voulez bien monter dans la voiture avec moi pour discuter tranquillement? D'accord. Très bien. L'inspecteur Lane va interroger la sœur de Tori et Charles. Les amis et la famille des victimes affirment qu'il y a eu un autre incident plus tôt dans la journée, au cours duquel quelqu'un aurait tiré sur Tori. Redites-moi exactement ce qu'il vous a dit sur cet incident. Il a dit, elle a payé quelqu'un pour me tirer dessus. C'est tout ce qu'il a dit. D'accord. Il m'a pas donné de nom. Je crois que c'est son ex parce qu'elle a laissé plein de messages sur le répondeur de ma sœur et celui de Charles. D'accord. Plus tôt dans la journée, quelqu'un a tiré sur Tori dans la cité de Washington Point. Ils disent tous que Tori a une ex qui n'a pas digéré la séparation. Et ils la soupçonnent d'être impliquée dans la fusillade qui a eu lieu plus tôt. D'accord. Je sais pas, c'est une piste à explorer. Vous savez si Tori était harcelée par une ex? Vous savez, quand une fille est repoussée par un garçon, elle devient dingue. Ça a un rapport avec ce qui s'est passé? J'en sais rien. Vraiment. En dehors de cet ex, y a-t-il quelqu'un qui en voulait à vos frères? À votre connaissance? Tout le monde les adorait. Ok. Tom, Oui. la voiture là-bas, c'est une Mercury. Croisons les doigts. L'inspecteur Wager a découvert une Mercury garée près du parking. Regarde, il est cassé et il y a des empreintes dessus. Viens voir ces traces de semelle. Ça m'a l'air tout bon. C'est sûrement la voiture qu'on cherche. Je pense qu'elle fait partie de la scène de crime. Il y a eu de la bagarre autour. Je vais demander une commission rogatoire pour la faire examiner. Avant de prélever les indices, on va faire un scan à 360 degrés avec cet appareil spécial. Ce scanner va nous donner une image numérique en 3D de la scène de crime. On pourra s'y référer ultérieurement pour reconstituer les faits si nécessaire. À l'angle du bâtiment, il y a des douilles de calibre 7,62. Le tireur devait se trouver à cet endroit quand il a ouvert le feu. Plus loin, sur le même trottoir où on a trouvé les douilles, gisait le corps de la victime, avec une balle dans la tête. Près du corps se trouvait une voiture blanche appartenant à la troisième victime, une jeune femme. Elle présentait 2 impacts de balles, l'un sur le pare-brise, l'autre sur le capot. Après avoir soulevé le capot, on a découvert un fragment de balle dans le compartiment moteur. À l'autre extrémité du parking, on a retrouvé une Mercury avec un rétroviseur cassé et qui présentait des éraflures et des bosses sur la carrosserie, ainsi que des traces de semelles sur les 2 côtés. Une proche des victimes a accepté de parler à l'inspecteur Lane de ce qu'elle a entendu à propos de la personne qui a tiré sur Tori et Charles. La personne qui a tiré sur Charles et Tori vit à Washington Point. On ne m'a pas encore donné son nom. Ce soir ou plutôt dans la journée? Ce soir, elle vit là-bas. Comment vous le savez? Mon fils me l'a dit. Il serait prêt à me parler? Il n'est pas là. Il dit que le tireur vit à Washington Point. Oui, mais il ne sait pas comment elle s'appelle. Il pense que c'est une fille. Ouais. D'accord. Et c'est aussi une fille qui a tiré plus tôt dans la journée? Oui. D'accord. D'après les rumeurs, c'est une fille qui a tiré. Ce serait vraiment inhabituel. En 10 ans à la criminelle, je n'ai jamais vu de femme tirer sur quelqu'un, surtout avec un fusil d'assaut. Mais ça peut arriver. Je vais commencer à ramasser les douilles. La personne qui les a manipulées est très probablement le tireur. Donc on va vérifier les empreintes. L'équipe du médecin légiste arrive sur les lieux. Ils vont soulever le corps à la recherche d'indices supplémentaires. On va le faire basculer. Et voilà. Un pistolet. Quand le légiste a retourné le corps pour voir s'il y avait quelque chose en dessous, on a trouvé un pistolet de calibre 380. Et visiblement, il avait le doigt sur la gâchette. Il était peut-être en train de tirer aussi, ce qui aurait tout déclenché. S'il a tiré, il doit y avoir une douille dans l'herbe. Un Colt 380 automatique.
Il est vide. Je quitte la scène de crime pour rentrer au poste. Je vais demander à l'inspecteur Wager de faire des recherches sur l'ordinateur à propos de femmes impliquées dans des fusillades avec un AK-47 ou une carabine SKS. Je vais également interroger un témoin pour voir si ses déclarations concordent avec ce que je sais, c'est-à-dire pas grand-chose. Je vais interroger une jeune femme qui était à la soirée. J'espère ressortir d'ici avec un ou deux noms de personnes qui étaient présentes. Et si possible, une description du tireur. Peut-être un surnom. Parlez-moi de ce qui s'est passé ce soir. J'étais dans l'entrée, derrière un type très grand, et j'ai vu un autre type avec une casquette. Il s'est mis à tirer en l'air. Je me suis baissé, il a arrêté, et puis il a tourné son arme vers la gauche, et il s'est remis à tirer. Quel gendarme? Un AK-47. Parlez-moi de celui qui tenait l'arme. Il avait le teint clair, plus clair que moi. D'accord. Il avait le visage carré. Vous pourriez le reconnaître? Non, je l'ai pas bien vu. Il n'y a rien qui indique que c'était une femme qui a tiré avec un AK-47. Je n'ai rien trouvé dans la base de données sur une femme impliquée dans une fusillade. La famille des victimes pense que c'est une femme, parce qu'une femme a tiré sur Tori plus tôt dans la journée, et que Tori avait des ennuis avec son ex. Donc c'était peut-être une femme. Mais ça ne colle pas avec les déclarations de mon témoin. Elle m'a donné une description succincte du tireur. Un homme noir, vêtu d'un sweat à capuche noire. Elle a dit que le type a d'abord tiré en l'air, puis il s'est arrêté et a baissé son arme pour tirer sur les victimes. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a commencé par un tir d'intimidation, pour finir par baisser son arme et tirer sur les victimes. Je n'élimine pas la possibilité que ce soit une femme. Mais pour l'instant, le seul témoignage oculaire parle d'un homme noir, vêtu d'un sweat à capuche. En plus, combien de fois est-ce qu'on a vu une femme avec une arme? Et a fortiori, un fusil d'assaut. Il faut continuer à chercher les gens qui étaient à la soirée. Il faut les interroger, continuer à fouiner. Quelqu'un sait forcément qui c'est. Oui. C'est la voiture qui était sur la scène de crime. Je relève les empreintes. Il y a des empreintes ici. Ici, on a une empreinte de semelle. Je vais la relever à l'aide d'une feuille de gélatine. La feuille de gélatine est une feuille autocollante qu'on colle sur l'empreinte. Elle décolle la poussière de la surface et relève l'empreinte. Si on a un suspect, et que les semelles de ses chaussures correspondent à l'empreinte que j'ai relevée, on pourra le relier à la voiture qui était sur les lieux. Je ne suis pas superstitieux. Mais si je n'ai pas mon marron porte-bonheur, je ne peux pas résoudre l'affaire. Mon porte-bonheur est un cadeau de mon beau-père Kenny. Il est décédé, et ça a une valeur sentimentale. Il me l'a offert parce que je viens de l'Ohio et que c'est l'emblème de l'État de l'Ohio. C'est pour ça que je l'ai. Inspecteur Lane. D'accord, il correspond. Vous êtes en route, là? Il nous amène un jeune qui s'appelle DeQuincy. Il correspond à la description donnée par mon témoin. Il était à la soirée et c'est peut-être l'un des tireurs. Pour l'instant, c'est un suspect potentiel. Redis-moi ton prénom. DeQuincy. Tu es au courant de la fusillade de cette nuit? Non. Tu n'es pas au courant? Non. Tu savais qu'il y avait une soirée? Je suis allé à aucune soirée. On nous a dit que tu y étais. Non. Il dit que j'étais au courant, j'étais pas au courant. Il y a des gens qui disent que tu étais à la soirée au moment de la fusillade. Ils ont dit DeQuincy était à la soirée? Oui. C'est marrant. Pourquoi? Je trouve pas ça drôle. Il y a eu 2 morts et une blessée. C'est pas ça qui est marrant. Où étais-tu hier soir? À la maison, je téléphonais. À qui?
La Krisha. Ta petite amie? Avec le téléphone de qui? Qui? Le téléphone de qui? Le fixe de mon pote. Je croyais que t'étais chez toi. Non, j'ai pas dit que j'étais chez moi. Tu as dit à la maison. En tout cas, j'étais pas à une soirée. Je vous mens pas. Si, Je raconte pas de crack. tu mens. Vous comprenez? Je sais où j'étais hier soir. On vient d'interroger des Quincy et il est clair qu'il ment. Mais on a très peu d'éléments sur lesquels s'appuyer pour vérifier ce qui s'est passé. Pour l'heure, on va le laisser repartir et explorer d'autres pistes, jusqu'à ce qu'on obtienne plus d'informations, d'autres témoins, pour pouvoir l'interroger de nouveau. La sœur de Tori et Charles est venue au poste avec plusieurs amis. Elles ont eu des informations à propos de la fusillade. Elles ont le surnom du meurtrier. Elles n'étaient pas sur les lieux, mais elles ont parlé à des gens qui y étaient. Il vous a raconté quoi? En résumé, pour que j'y vois plus clair. Il a dit qu'après la fête, Tori et Charles se sont disputés avec une fille. Et c'est là que ce type, C. Murder, son vrai nom c'est Chris, a chargé son arme et il a tiré. Ils se sont disputés avec une fille et vous pensez qu'il s'agit de l'ex de Tori à cause des coups de fil, d'accord? Mais vous ne connaissez pas le motif de la dispute? Non. D'accord. Ne vous découragez pas, on va y arriver. On n'a pas fini de se voir, vous et moi, d'accord? Oui. Bon. Merci, mesdames. Ce ne sont que des oui-dire. Un témoin leur a dit que le tireur était surnommé C. Murder ou Murder. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Une des filles a dit que son prénom était peut-être Chris. Donc on essaye de voir s'il y a un C. Murder prénommé Chris. Bon. Il y a Christopher Jerome Martin, 3950 Strathmore Drive. C'est là-bas. L'inspecteur Wager a trouvé un jeune du nom de Christopher Martin dans la base de données. On va essayer de trouver une photo pour voir s'il s'agit bien du même C. Murder. Munis de la photo du jeune homme, Len et Wager vont interroger un autre témoin pour voir si elle peut identifier Chris C. Murder Martin comme le tireur. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? Qui est-ce? Chris, Également surnommé... Murder, Qui tenait l'AK-47? Murder. Je l'ai vu tirer, et il a pointé son arme vers la voiture de ma mère et il a tiré. Il y avait combien de tireurs? 2. D'accord. Qui était le deuxième tireur? Justin Whitsey. Il avait quel genre d'arme? Ça ressemblait à un revolver, tout rouillé. Vous connaissez le surnom de Justin? Trouble? Ouais, Vous êtes sûr qu'il n'a fait que tirer en l'air? Il n'a tiré sur personne? je sais pas. Le témoin a identifié Chris Martin comme le tireur à l'AK-47. Ce témoin a également confirmé qu'il y avait un deuxième tireur, un jeune homme du nom de Justin Whitsey, surnommé Trouble. Pour l'instant, on va continuer de chercher Justin Whitsey et Chris Martin, ainsi que d'autres témoins qui pourraient nous dire qui a tiré en l'air et qui a tiré sur les victimes. Alors, qu'est-ce que vous avez? On a le scanner de la scène de crime. Les deux jeunes hommes assassinés étaient frères, Tori et Charles Carter. D'après les témoignages, C. Murder ou Murder, de son vrai nom Chris Martin, était armé d'un AK-47 ou d'un fusil mitrailleur. D'après d'autres témoignages, il y aurait eu un deuxième tireur, Justin Whitsey, surnommé Trouble. On a interrogé Des Quincy James, qui avait été identifié comme un tireur potentiel. Mais depuis, personne ne l'a identifié comme le tireur. Donc, je pense qu'il était sûrement là-bas, mais je crois qu'on peut le rayer de la liste des suspects potentiels. Oui, je suis d'accord. Il y a d'autres indices? On a ramassé 9 douilles dispersées dans cette zone. Il n'y avait pas d'empreinte.
On a repéré une trace de semelle sur la voiture qui était sur les lieux. J'ai relevé l'empreinte avec une feuille de gélatine pour une éventuelle comparaison. On a les prélèvements ADN faits sur l'autre voiture. On attend les résultats. J'ai également relevé quelques empreintes sur la Mercury. La Mercury a été volée 2 jours avant le meurtre. Vous avez trouvé des armes? Sous le corps de la victime, il y avait un Colt 380. Oui. Est-ce que quelque chose indique qu'il aurait tiré pour se défendre? Je ne peux pas exclure la légitime défense. Il faut faire une expertise balistique sur le Colt 380 de Charles et faire une comparaison avec le fragment de balle retrouvé dans la voiture blanche. Si ça correspond, c'est un cas de légitime défense, mais sinon on pourra définitivement éliminer cette option. On a parlé à l'ex de Tori. Elle nie avoir été à la soirée et sa famille a confirmé son alibi. Elle dit ne connaître ni Christopher Martin, ni Justin Whitsey. Je pense qu'on peut la rayer de la liste des suspects. Et vu les témoignages, je crois qu'on peut oublier la théorie d'une femme qui aurait tiré. Quel serait le motif de la fusillade? Tout semble indiquer qu'il s'est passé quelque chose à cette soirée. D'après les témoins, Tori se rend à la soirée et dès qu'il arrive en haut, il voit ou entend quelque chose, ou il se passe quelque chose qui le fait repartir aussitôt. Il ne reste pas à la fête. Il redescend et c'est là qu'a lieu la fusillade. Pour l'instant, on sait, d'après les témoins, que Chris Murder a tiré en l'air avec un AK-47. Ils disent également que Justin Whitsey a probablement tiré en l'air lui aussi. À un moment donné, Chris aurait baissé son arme pour tirer sur les victimes. Est-ce qu'on a des indices matériels indiquant que Justin a tiré sur les victimes? Je vais aller voir le docteur Kenny demain matin. J'espère qu'il pourra me dire quel genre de balle il a extrait des corps pour savoir si c'est Murder qui a tiré ou si Justin a participé aussi. Nous sommes au bureau du médecin légiste. Je vais aller voir le docteur Kenny pour parler de l'autopsie de Tori et Charles. Docteur Kenny, comment ça va? Content de vous voir. Vous avez fini? Vous arrivez pile, j'ai fini. Super. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Ils ont reçu chacun une seule balle qui a provoqué la mort. En ce qui concerne Tori, on a récupéré la balle. D'accord. Il a été touché à la hanche droite. La balle est entrée en laissant des traces d'abrasion, puis a fracturé l'os pelvien. Elle a traversé le bassin en sectionnant les artères principales, et elle s'est logée dans l'os pelvien de l'autre côté. Le labo veut savoir si c'est une balle de fusil que vous avez récupérée. C'est un gros calibre, oui. D'accord. Et Charles? Il a reçu une balle dans la tête. La balle est entrée à l'arrière de la tête. D'accord. On ne voit pas la balle sur la radio, elle est ressortie. D'accord. Regardez. La balle est entrée à l'arrière de la tête. Dès que la balle pénètre, elle provoque des lignes de fracture sur le crâne, qui se propagent plus vite que la balle elle-même. Elle a traversé la partie inférieure du cerveau pour ressortir par la tempe gauche. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire si cette blessure a été causée par un fusil ou est-ce qu'un pistolet pourrait provoquer de telles lésions? Certains pistolets peuvent faire ça. Très bien. Merci. Je vous en prie. Alors? Pour l'instant, je crois qu'on peut dire que Tori a été tué avec un AK-47 ou une arme de calibre 7,62. Parce que la balle qu'on a retrouvée ressemble à une balle de fusil. Pour Charles, on ne sait pas exactement si c'est un fusil ou un pistolet. Donc Justin pourrait avoir tiré sur Charles. Donc je pense que Chris C. Murder, Martin et Justin Whitsey commencent par tirer en l'air. Tout le monde se met à courir, y compris Charles et Tori. Peut-être qu'à ce moment-là, Chris a baissé son arme et a commencé à tirer. Je crois qu'on peut affirmer que Tori a été tué par un AK-47. Vu la balle et la blessure, je suis quasiment sûr que c'était un fusil.
Il est possible que Justin ait tiré sur Charles, on n'en est pas sûr. C'est soit un fusil, soit un pistolet. La question est-ce qu'il a tiré en l'air, ou sur les victimes, ou les deux? Ouais. Il va nous falloir d'autres témoignages avant de pouvoir déterminer avec certitude le rôle de Justin. L'inspecteur Lane reçoit un appel lui indiquant où Chris C. Murder Martin a passé la nuit. J'ai reçu un appel sur mon beeper. Les deux femmes chez qui Chris a passé la nuit viennent au poste pour témoigner. Venez avec moi. Je me suis réveillé et il était assis sur le canapé. Qui ça? On l'appelle C. Murder. Il m'a demandé s'il pouvait utiliser mon téléphone parce qu'il voulait partir. Il a pris son téléphone pour appeler quelqu'un pour qu'on vienne le chercher. La fille qu'il a appelée était blanche. Il m'a dit qu'elle était blanche. Je suis allé à ma voiture et quand je suis revenu, il était parti. Vous l'avez déjà vu avec une arme? Oui, Quel genre d'arme? des vieux pistolets genre western. Vous l'avez déjà vu avec autre chose? Non, mais elle, oui, elle l'a vu avec un SK. Le fusil que j'ai vu est presque aussi long que la table. Répondez. L'appel vient du suspect, Chris Martin, C. Murder. Si. Il a dit quoi? Il nous menace. Il menace mes enfants, ma maison. Il faut l'arrêter. Il m'a dit, je vais te tuer. Je lui ai dit, pourquoi tu t'es sauvé? Il m'a dit, je vous ferai tuer toutes les deux. J'ai peur. D'accord. Retrouvez le numéro d'où il appelait. Ça y est, c'est une femme qui va répondre, mais il est avec elle. D'accord. Vernon, mon suspect s'appelle Christopher Martin. Il est armé d'un pistolet. Tandis que Len met ses deux témoins à l'abri, l'unité des crimes violents fait une descente à l'adresse d'où Christopher Martin a téléphoné. Vous ne connaissez pas ce numéro qui nous a amenés jusqu'à vous et votre mari? Non? Pourquoi aurait-il choisi votre nom et votre adresse? Je ne sais pas. C'est pas logique. Ouais, je sais. C'est peut-être son mari qui fait ça sans qu'elle le sache. En parlant au mari, dont la femme est séparée, le sergent Buckner apprend qu'il a acheté le téléphone en question pour une femme qu'il fréquente. Elle s'appelle Jennifer et c'est une amie du suspect, Chris C. Murder Martin. Merci, au revoir. Le sergent Buckner demande à ses hommes de se mettre en planque devant la maison de Jennifer. Si elle se pointe, vous lui mettez le grappin dessus et vous l'amenez au poste. Jennifer a été appréhendée et conduite au poste. L'inspecteur Lane procède à l'interrogatoire. Vous comprenez pourquoi vous êtes là? Chris m'a appelé hier soir, Il vous a dit quoi? de venir le chercher. Je lui ai dit que je me laisserais pas utiliser, et j'ai raccroché. Je vous explique mon problème. Je sais qu'il a utilisé ce téléphone il y a moins de 2 heures. Pas par lui. Qui est l'homme qui a téléphoné? Il n'y a aucun homme. Il y a un homme qui a appelé de votre téléphone pour menacer 2 femmes parce qu'elles l'ont dénoncé. Vous mentez. Non. Vous mentez. J'ai vu le numéro de mes yeux. Ne me traitez pas de menteur. Je sais pas où il est. Baissez d'un ton. Je vous ai donné tous mes numéros. Baissez d'un ton. C'est vous qui criez. Merde. L'interrogatoire a viré à la dispute, en partie parce que je suis fatigué. Ça fait plus de 20 heures que je suis sur cette affaire sans dormir. Il est temps que j'arrête. Je vais aller dormir et je reprendrai demain. Je suis au service balistique du labo. Je vais voir le responsable du service. Il va tester le Colt 380 qu'on a trouvé sous Charles. Le Colt est prêt? Il est dans la salle de tir. Tout est prêt. Parfait. Quand vous voulez. Attention! Venez avec moi. On va comparer ça au microscope. D'accord. On va voir si la balle correspond. On va comparer la balle du test avec celle retrouvée sur les lieux et on pourra dire si elles viennent de la même arme ou pas. Mais ce sera peut-être impossible à déterminer. Je place la balle du test du côté droit. À gauche, nous avons la balle retrouvée sur la scène de crime. Le fragment retrouvé dans la voiture? Exact. D'accord. Il y a des rayures caractéristiques que l'on peut comparer à la balle test.
Je compare les marques laissées par le canon, les rainures sur les balles, et j'essaie de déterminer si elles proviennent de la même arme. J'ai fini de comparer, et la balle retrouvée sur les lieux ne correspond pas. Elle ne provient pas de cette arme. Il n'y avait aucune douille sur les lieux provenant de l'arme de Charles. Le pistolet était vide. D'après le test, le fragment retrouvé sous le capot de la voiture blanche ne correspond pas au Colt 380 de Charles. On peut donc en conclure qu'il n'a pas tiré. On peut sans doute éliminer la légitime défense. De retour au bureau, Len reçoit un appel troublant d'une source anonyme. Non, Justin n'a pas été interrogé et nous avons besoin de l'interroger. C'est quelqu'un d'autre, pas Justin. C'est des Quincy James. Vous voyez, un sweat à capuche. Il dit que c'était Justin Whitsey. Celui qu'on a interrogé? Oui. Je crois qu'il a raison. On peut regarder la vidéo? J'en ai pour 1 seconde si tu veux vérifier tout de suite. Oui, parce que je me sens bête. Le père du suspect nous a appelés pour nous dire qu'il était toujours dans la nature. Il est possible qu'on ait interrogé un des suspects et qu'on l'ait relâché en pensant que c'était quelqu'un d'autre. Je regarde la vidéo de l'interrogatoire de celui qu'on pensait être Day Quincy. On a visionné la vidéo de l'interrogatoire de Day Quincy et on l'a comparée aux photos de Justin Whitsey. C'est la même personne. Maintenant, on doit retourner dans le quartier pour chercher Justin Whitsey et Chris Martin. En mettant un peu la pression et en se montrant, on devrait déclencher quelques coups de fil et les débusquer. Tu vas frapper ? Nous sommes à la recherche d'un jeune impliqué dans une fusillade. Vous êtes au courant? Je vous montre sa photo. Oui. Oh mon Dieu. Vous le connaissez? Très bien. Voici le jeune homme qu'on recherche. Vous le connaissez? Il s'appelle Murder. Je l'ai déjà vu. Vous l'avez vu ici? Vous connaissez Justin Whitsey? On les recherche tous les deux. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Il y a 2 ou 3 mois. Je sais qu'il traîne dans le coin. Je voudrais vous parler de la fête et de la fusillade de l'autre soir. Il y avait plus de 2 tireurs? Oui. On n'a pas retrouvé Chris et Justin, mais on a trouvé des informations qu'on n'avait pas jusque-là. On a trouvé un témoin qui nous a dit qu'il y avait 3 tireurs. Un tireur avec un AK-47 et 2 autres qui tiraient en l'air avec des pistolets. On a également appris que Charles et Tori ont été appelés par une femme qui était importunée par un jeune homme à la soirée. On doit continuer à chercher les tireurs, Chris Martin et Justin Whitsey, et visiblement un 3e qui tirait en l'air. Après avoir recherché Chris Martin et Justin Whitsey pendant des jours sans succès, Len et Wager reçoivent un appel inespéré du père de Chris Martin. D'accord, Monsieur Martin, merci d'avoir appelé. Oui, on va l'arrêter en douceur. Merci encore. C'était le père de Chris Martin. D'accord. Apparemment, il sait où se trouve Chris. Je crois qu'il est sincère. Il veut surtout que l'arrestation se passe bien. On va appeler l'unité des crimes violents. Chris a un AK-47. Mieux vaut que ce soit eux qui s'en chargent. D'accord. On couvre celle-ci. Celle-ci. Et on passe aux suivantes. C'est la police. Celle-là est occupée. J'ai vu quelqu'un entrer. Et il y en a 2 ou 3 de ce côté qui sont occupés. Le reste a brûlé. On va vérifier celles qui ont brûlé juste pour être sûr. C'est bon. C'est bon. L'un des agents passe devant une porte vitrée coulissante et croit apercevoir le suspect, Chris Martin.
Tu t'annonces à la fenêtre? Police, faites-vous connaître! Immédiatement! Police, sortez! Immédiatement! Y a quelqu'un? On dirait un squat. Sortez immédiatement! Bougez-vous! Allez! Laissez vos mains en évidence. Y a quelqu'un d'autre? Vous êtes seul? Ton nom? Christopher Martin. Bouge pas, bouge pas! Tu gardes les mains dans le dos! On a Martin. On a arrêté Chris Martin grâce au travail de l'unité des crimes violents. On va voir s'il veut nous parler et faire une déposition. Voir ce qu'il avoue. Bonjour. Allez debout. On a installé Chris Martin dans la salle. Et quand je lui ai retiré ses chaussures, j'ai regardé les semelles et j'ai remarqué qu'elles ressemblaient à l'empreinte relevée sur la voiture. Ça nous donne un angle d'attaque. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais ça indiquerait qu'il était sur la scène de crime. Tu es là parce que pratiquement tout le monde dit que tu es impliqué. Oui, j'y étais. Qu'est-ce qui s'est passé? Des mecs ont tiré. D'accord. Tu étais avec qui? Man, Justin, Man, c'est quoi son vrai nom? Timothy York. Donc tu étais là quand la fusillade a éclaté. Tu étais devant? Je suis parti quand j'ai entendu tirer. D'où venaient les tirs? Ça venait de là. Un mec tout en noir. Un type en noir. Tu as vu son visage? Je voyais juste l'éclair du fusil. Quel genre de fusil? Un AK-47. D'accord. Il y avait d'autres personnes qui tiraient? J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui tiraient en l'air. C'était qui? Il paraît que Man a tiré en l'air et que Justin a tiré aussi. En l'air ou sur quelqu'un? Je sais pas. Justin avait des raisons de tirer sur quelqu'un? Je sais pas. Donc des types se sont disputés. À quel sujet? La fille en Chevrolet blanche avait appelé des mecs. Et ce sont eux qui se sont fait tirer dessus? Ouais. Et ils sont venus voir celui qui embêtait la fille. Ouais. C'était qui ce type? Tu le connais? Je le connais pas. On a arrêté Chris Martin. Il admet qu'il était présent, mais au lieu d'avouer que c'est lui qui a tiré, il dit que c'est un homme noir avec un sweat à capuche. Il affirme également que Justin Whitsey a tiré en l'air et qu'une troisième personne, surnommée Man, tirait en l'air. Son vrai nom est Timothy York. Ça corrobore les témoignages qui disent qu'il y avait 3 tireurs. Dustin, quels sont les indices matériels dont nous disposons pour corroborer les déclarations des témoins? Les indices sont peu nombreux, mais on a l'empreinte de semelle qu'on a relevée. Elle correspondra peut-être aux chaussures de Martin. Donc, d'après les dépositions des témoins, ça s'est passé comment? Il y a d'abord eu Chris qui a tiré en l'air avec un fusil d'assaut. Justin et Man ont aussi tiré en l'air avec des revolvers. Mais à un moment, on pense que Chris a baissé son arme et a tiré sur les victimes. Vu les indices matériels, les déclarations des témoins et le fait qu'il admette avoir été sur les lieux, je pense que c'est lui le tireur. Pourquoi a-t-il baissé son arme pour tirer? Je pense que quand ils ont tiré en l'air, Charles et Tori ont eu peur. Ils se sont mis à courir vers la voiture pour s'enfuir. Et je pense que dans l'esprit de Chris, ce qui justifie de leur tirer dessus, c'est qu'il est persuadé qu'ils vont chercher des armes dans leur voiture. Maintenant que vous avez interrogé Christopher Martin, vous avez une idée de son mobile? Pourquoi il a fait ça? D'après les déclarations des témoins et ce que nous a dit Martin, on sait que Charles et Tori se sont rendus à la fête parce qu'une fille les a appelés. Elle était importunée par un ami de Chris Martin. Tori et Charles arrivent ensemble. Tori monte seul à l'appartement quelques instants. Il parle à quelqu'un, puis il redescend rapidement et visiblement Chris, Justin et Man le suivent dans les escaliers.
Ils veulent défendre leur copain, qui est celui qui a déclenché le problème avec la fille. Après, ça dégénère et il y a une fusillade. Bon, quel est le plan d'action? On est toujours à la recherche de Justin Whitsey et Timothy York. On ne s'arrêtera pas tant qu'on ne les aura pas retrouvés. Et on va interroger de nouveau Chris Martin pour essayer d'obtenir des aveux et le fin mot de l'histoire. Bonne idée. Obtenez-moi ces aveux. Len et Wager retournent en salle d'interrogatoire pour parler à Chris C. Murder Martin, toujours en garde à vue. Tous les gens que j'ai interrogés pour l'instant m'ont dit que c'est toi qui tenais le fusil. Je ne parle pas d'une ou deux personnes, je parle de tout le monde. Et je pense que tu sais que j'ai parlé à beaucoup de monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu leur as tiré dessus? Pourquoi? Il est allé vers sa voiture. Et? Il a dit qu'il allait chercher son flingue. Donc, tu lui as tiré dessus. Et les autres? Ils ont été touchés. Tu ne voulais pas les toucher. Je comprends. J'apprécie que tu me dises la vérité. Comment tu te sens? Ça va, mais j'y pense encore. Tu as quelque chose à dire à la maman de Charles et de Tori? Je suis désolé de ce qui est arrivé. J'aurais préféré que ça se passe autrement. C'est bon? Oui, c'est bon. On a réussi. Oui, si tous ces témoins ne s'étaient pas présentés spontanément, on aurait eu plus de mal à faire avouer Chris Martin que c'est lui qui a tiré. Ça nous a bien aidés. Martin va être poursuivi pour homicide volontaire sur 2 personnes et pour tentative d'homicide. York va être poursuivi pour mise en danger d'autrui par imprudence parce qu'il a tiré en l'air. Et Whitsey sera poursuivi pour possession illégale d'armes à feu et pour avoir tiré en l'air. Maintenant, il faut se concentrer sur l'arrestation de Timothy et de Justin. Affaire classée. Encore une affaire résolue grâce à mon marron porte-bonheur. Je l'avais dans la poche tout du long. La pluie tombait sur les quais du Rhône cette nuit-là, fine, presque silencieuse, comme si la ville elle-même retenait son souffle, et au petit matin un jogger découvrait une scène qui allait figer Lyon dans un cauchemar durable, un corps abandonné près de l'eau, immobile, anonyme, déjà entouré de rubans de sécurité et de regards incrédules, et en quelques heures les mots circulaient de bouche en bouche, disparition mystérieuse, violence inexpliquée, choc communautaire, tandis que les sirènes découpaient l'aube et que les enquêteurs comprenaient qu'ils venaient d'entrer dans une affaire qui ne les quitterait jamais vraiment. La victime s'appelait Claire Morel, 23 ans, étudiante en histoire de l'art, connue pour son sourire tranquille et ses trajets nocturnes à vélo entre le Vieux-Lyon et son petit appartement de la Croix-Rousse, une routine simple, rassurante, presque banale, jusqu'à ce vendredi soir de novembre où elle ne rentra pas, laissant derrière elle un téléphone muet et une famille suspendue à l'attente, et lorsque son corps fut identifié, la ville entière bascula dans une sidération collective. Les cafés murmurant son nom, les voisins fermant leurs volets plus tôt que d'habitude, les parents serrant leurs enfants avec une inquiétude nouvelle. Les premiers éléments semblaient à la fois précis et déroutants, aucun témoin direct, aucun cri signalé, seulement un vélo retrouvé à quelques mètres, intact, posé contre un arbre comme s'il attendait encore sa propriétaire, et sur le sol humide quelques traces difficiles à exploiter, des empreintes partielles, un fragment de tissu sombre, des détails minuscules qui promettaient des réponses rapides mais qui, très vite, se révélèrent fragiles, insaisissables, presque moqueurs face aux efforts méthodiques de la police judiciaire. Les enquêteurs interrogèrent les amis, les collègues, les anciens compagnons, fouillèrent les habitudes numériques, épluchèrent les agendas, et chaque piste semblait conduire vers une impasse polie, un alibi solide, une contradiction aussitôt résolue, et plus les jours passaient, plus la pression médiatique montait, les unes des journaux parlant déjà d'un cold case en devenir, d'une affaire qui risquait de glisser dans l'ombre si un élément décisif ne surgissait pas rapidement, et pourtant, malgré les battues, malgré les appels à témoins, malgré les portraits diffusés en boucle, le silence persistait. Un témoin affirma avoir aperçu une voiture sombre stationnée près des quais cette nuit-là, un modèle courant, difficile à distinguer sous la pluie, mais cette déclaration insuffla un espoir bref, presque électrique, les policiers traquant les enregistrements de caméras de surveillance, comparant les plaques, vérifiant des centaines de véhicules similaires, et chaque vérification qui s'effondrait ajoutait une couche de frustration,
un sentiment d'urgence qui se transformait peu à peu en lassitude contenue. Les semaines devinrent des mois, les mois des années, et l'affaire Claire Morel entra officiellement dans la catégorie redoutée des cold cases, un dossier épais rangé dans une armoire métallique, consulté à intervalles réguliers par des enquêteurs qui refusaient d'abandonner, mais confrontés à l'érosion des souvenirs et à la dispersion des témoins, tandis que la famille organisait des marches blanches, brandissant son portrait sous le ciel gris de Lyon, répétant qu'elle ne devait pas devenir un simple chiffre dans une statistique criminelle. Au fil du temps, des rumeurs émergèrent, un inconnu vu dans un bar du quartier la veille de la disparition, un ancien camarade au comportement étrange, un voisin discret dont l'emploi du temps semblait flou, et chaque hypothèse provoquait une onde de choc momentanée, relançait les conversations, rallumait la flamme d'une possible résolution, avant de s'éteindre dans le constat brutal du manque de preuves tangibles, laissant derrière elle une communauté fatiguée mais incapable d'oublier. En 2005, un nouvel enquêteur reprit le dossier avec la conviction que quelque chose avait été négligé, un détail minuscule enfoui dans les premières heures chaotiques de l'enquête, et il passa des nuits à relire les procès-verbaux, à comparer les horaires, à reconstituer mentalement le trajet exact de Claire, cherchant la faille, la seconde invisible où tout avait basculé, et il crut la trouver dans une contradiction légère dans le témoignage d'un ancien collègue, une imprécision sur l'heure de départ d'un dîner, mais là encore, les vérifications n'apportèrent rien de décisif. La technologie évoluait, les techniques d'analyse progressaient, et chaque avancée scientifique faisait naître un espoir nouveau, notamment autour des traces biologiques recueillies sur le fragment de tissu sombre, conservé avec soin dans les scellés, mais les résultats restaient incomplets, fragmentaires, insuffisants pour identifier formellement un suspect, et la frustration se transformait en une question lancinante: comment un crime aussi brutal avait-il pu se dissoudre ainsi dans l'ordinaire d'une grande ville? Puis, presque 20 ans après les faits, un laboratoire spécialisé proposa de réexaminer les scellés avec des méthodes plus fines, plus sensibles, capables d'extraire des profils génétiques à partir de quantités infimes de matière, et soudain le dossier, longtemps figé, reprit vie, les inspecteurs se réunirent, les regards se croisèrent avec une tension nouvelle, et lorsque le profil partiel obtenu fut comparé aux bases de données nationales, une correspondance apparut, faible mais troublante, liée à un homme déjà condamné pour des faits de violence sans lien apparent avec l'affaire. Son nom circula d'abord à voix basse dans les couloirs du commissariat, un habitant discret de la périphérie lyonnaise, présent en 1998 dans le quartier des Quais pour des raisons professionnelles, interrogé à l'époque comme simple témoin, puis écarté faute d'éléments, et la perspective qu'il ait pu passer entre les mailles du filet pendant 2 décennies provoqua un mélange d'excitation et d'effroi, comme si le passé revenait frapper à la porte avec une insistance implacable. Les enquêteurs réexaminèrent ces déclarations d'alors, constatant des incohérences minimes, presque invisibles, des détails sur la météo, sur l'itinéraire emprunté, qui ne concordaient plus parfaitement avec les archives, et ils surveillèrent ses déplacements actuels, écoutèrent ses conversations, scrutèrent son entourage, conscients que la moindre erreur pourrait compromettre une arrestation attendue depuis si longtemps, et lorsqu'enfin ils frappèrent à sa porte à l'aube, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la région. L'arrestation tardive bouleversa Lyon, les chaînes d'information évoquant sans relâche le cold case de 1998, la famille Morel submergée par une émotion mêlée de soulagement et de crainte, car une arrestation n'était pas encore une condamnation, et dans l'esprit de nombreux habitants subsistait une question essentielle: avait-on réellement trouvé le coupable ou seulement un suspect commode, façonné par les progrès technologiques et le besoin collectif de clore un chapitre douloureux? Au fil des audiences préliminaires, les avocats soulignèrent les failles, l'absence de témoins directs, la fragilité d'un profil génétique partiel, et la défense insista sur le risque d'erreur judiciaire, rappelant que le temps altère les souvenirs et que la pression médiatique peut influencer les perceptions, transformant une hypothèse en certitude apparente, et cette tension judiciaire raviva les doutes, comme si l'affaire refusait obstinément de se laisser enfermer dans une conclusion nette. Dans les rues de Lyon, les conversations reprirent avec intensité, certains affirmant que justice allait enfin être rendue, d'autres redoutant une vérité plus complexe, plus nuancée, et au milieu de ces débats, l'image de Claire demeurait inchangée, figée dans ses 23 ans, symbole d'une jeunesse interrompue et d'un mystère qui avait traversé les décennies, laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective.
Car même face à une arrestation, même face à des analyses scientifiques et à des déclarations officielles, une part d'ombre subsiste toujours dans les affaires anciennes, un espace silencieux où se logent les incertitudes, les détails jamais éclaircis, les secondes perdues entre deux témoignages, et c'est dans cet espace que continue de vibrer l'écho de cette nuit de pluie sur les quais du Rhône, rappelant à chacun que certaines cicatrices ne disparaissent pas avec le temps, qu'elles se transforment simplement en une présence discrète, persistante, inscrite dans les pierres de la ville et dans les regards de ceux qui n'ont jamais cessé d'attendre la vérité complète. La mise en examen tomba comme un coup de tonnerre, brutal, presque irréel, et pourtant rien n'était encore joué, car derrière les flashs des photographes et les titres triomphants annonçant la résurgence d'un cold case que l'on croyait figé à jamais, subsistait une zone grise, un territoire d'incertitude où chaque détail pouvait faire basculer la vérité d'un côté ou de l'autre, et tandis que la région retenait son souffle, les magistrats se penchaient sur un dossier devenu vertigineux par son épaisseur autant que par le poids symbolique qu'il portait. L'homme arrêté, Julien Perrin, 50 ans désormais, menait depuis 2 décennies une existence que beaucoup décrivaient comme ordinaire, travail stable, voisinage discret, aucune flamboyance, aucune excentricité, et c'est précisément cette banalité apparente qui troubla les enquêteurs lorsqu'ils reconstituèrent son emploi du temps de novembre 1998, découvrant qu'il se trouvait bien à proximité des quais ce soir-là, qu'il avait quitté son poste plus tôt que prévu, qu'il avait omis de mentionner un détour inexpliqué dans sa première déposition, une omission minuscule mais persistante comme une fissure dans une vitre. Les analyses génétiques, cœur battant de la relance de l'affaire, révélaient une correspondance partielle entre l'ADN prélevé sur le fragment de tissu et celui de Perrin, une concordance suffisamment significative pour justifier une arrestation, mais insuffisante pour constituer à elle seule une preuve irréfutable. Et cette nuance technique devint rapidement le champ de bataille central entre l'accusation et la défense, chacun convoquant des experts, disséquant les probabilités, invoquant les marges d'erreur, transformant des chiffres froids en arguments brûlants. Pendant ce temps, la famille de Claire revivait chaque étape du drame avec une intensité renouvelée, replongeant dans les souvenirs, ressortant les photographies, confrontée à la perspective d'un procès qui promettait autant de révélations que de douleurs, car rouvrir un cold case ne signifie pas seulement exhumer des preuves, cela signifie aussi rouvrir des blessures que le temps avait tenté de cicatriser, et dans chaque déclaration publique, on percevait ce mélange fragile d'espoir et de prudence. Les enquêteurs, eux, reprirent l'examen des témoignages oubliés, retournèrent sur les lieux, mesurèrent à nouveau les distances, scrutèrent les archives météorologiques pour confirmer l'intensité de la pluie cette nuit-là, vérifièrent les horaires de bus, les tickets de parking, les relevés téléphoniques anciens conservés sur des supports obsolètes, et ce travail minutieux révélait parfois des incohérences déroutantes, comme si le passé résistait à être aligné parfaitement avec le présent. Un ancien serveur d'un bar du Vieux-Lyon déclara se souvenir d'un homme nerveux ce soir-là, correspondant vaguement au profil de Perrin, mais son souvenir, 20 ans plus tard, oscillait entre certitude et reconstruction, et la défense ne tarda pas à souligner la fragilité de cette mémoire tardive, rappelant combien le temps peut remodeler les perceptions, combien un visage vu à la télévision peut se superposer à un souvenir ancien jusqu'à en altérer la substance même. Dans les médias, l'affaire prit une dimension presque mythique, symbole d'une justice persévérante capable de ressurgir après des décennies, et pourtant dans les couloirs du palais de justice, le ton restait plus mesuré, plus tendu, car chaque élément devait être pesé avec une rigueur extrême, chaque hypothèse confrontée à la réalité des faits, et l'ombre d'une erreur judiciaire planait comme un avertissement silencieux au-dessus de tous les protagonistes. Les experts en criminalistique détaillèrent la méthode d'extraction ADN utilisée en 2018, expliquant comment des traces autrefois inexploitables pouvaient désormais révéler des profils partiels, comment les progrès technologiques avaient transformé les scellés en témoins potentiels, et face à ces explications, certains jurés potentiels voyaient la science comme une lumière infaillible, tandis que d'autres y percevaient un outil puissant mais non exempt de limites, capable d'éclairer sans pour autant dissiper toutes les ombres. Julien Perrin, lors de ses premières auditions, nia toute implication, reconnaissant sa présence dans le quartier mais affirmant n'avoir jamais croisé Claire, décrivant une soirée banale ponctuée d'un arrêt pour acheter des cigarettes et d'un appel à un ami dont la mémoire, elle aussi, s'était érodée avec le temps, et cette défense simple, presque dépouillée, contrastait avec la complexité grandissante du dossier, alimentant les débats publics et les conversations privées. Au fil des semaines, une question revenait sans cesse, pourquoi maintenant ? Pourquoi après tant d'années de silence, et la réponse semblait tenir en un mot,
technologie, mais derrière cette explication se cachait une réalité plus troublante, celle d'un crime qui avait peut-être laissé des traces invisibles à l'époque, des indices que l'on ne savait pas encore lire, et cette idée renforçait à la fois la confiance dans le progrès et le malaise face aux erreurs passées. La reconstitution organisée par les enquêteurs attira l'attention de toute la région, les quais du Rhône devenant à nouveau le théâtre d'une scène figée, silhouettes silencieuses mimant les déplacements supposés, distance calculée au mètre près, et dans ce décor familier se superposaient deux temporalités, celle de 1998 et celle d'aujourd'hui, créant un vertige étrange où passé et présent semblaient coexister dans une tension palpable. Certains habitants exprimèrent leur soulagement de voir l'affaire avancer, affirmant que l'arrestation tardive prouvait que rien ne disparaît totalement, que la vérité finit toujours par émerger, tandis que d'autres, plus prudents, rappelaient que la justice exige plus qu'une concordance partielle et des incohérences mineures, et cette division subtile traversait les familles, les cafés, les réseaux sociaux, transformant le cold case en sujet de débat quotidien. Les avocats de la défense engagèrent leurs propres experts pour analyser les scellés, mettant en avant la possibilité d'une contamination ancienne, d'un transfert secondaire de traces, hypothèse technique qui ajoutait une couche supplémentaire de complexité à un dossier déjà dense, et chaque nouvelle expertise semblait à la fois rapprocher et éloigner la vérité, comme si celle-ci oscillait au bord d'un équilibre fragile. Dans ce climat tendu, les magistrats durent décider du renvoi éventuel devant une cour d'assises, évaluant si les charges étaient suffisantes pour justifier un procès, et cette décision, attendue avec fébrilité, représentait plus qu'une simple étape procédurale, elle symbolisait la reconnaissance officielle que l'affaire Claire Morel n'était plus seulement un souvenir douloureux mais une accusation concrète portée contre un homme bien réel. Lorsque le renvoi fut prononcé, l'émotion monta d'un cran, la perspective d'un procès ravivant les attentes et les craintes, et tandis que la date des audiences était fixée, Lyon se préparait à revivre son passé sous les projecteurs, consciente que le verdict à venir ne se contenterait pas de juger un individu mais influencerait aussi la manière dont la ville se souvenait de cette nuit de pluie, de ce vélo abandonné, de ce fragment de tissu devenu pièce centrale d'un puzzle longtemps incomplet. À mesure que le procès approchait, une tension sourde s'installait, comme si toute la région se trouvait suspendue entre deux réalités possibles, celle d'une justice enfin rendue et celle d'un doute persistant qui continuerait de hanter les quais du Rhône, et dans cette attente chargée d'émotions, le cold case de 1998 cessait d'être un simple dossier judiciaire pour redevenir une histoire profondément humaine, traversée par le temps, par la douleur et par cette quête obstinée de vérité qui, même après 20 ans, refusait de s'éteindre. Le procès s'ouvrit dans une atmosphère lourde, saturée d'attente et de mémoire, comme si les murs mêmes de la salle d'audience absorbaient les 20 années de silence accumulées autour du nom de Claire Morel, et dès les premières minutes chacun comprit que ce moment ne serait pas seulement une confrontation judiciaire mais un affrontement entre deux récits irréconciliables, celui d'un cold case enfin éclairé par la science et celui d'une accusation bâtie sur des fragments trop fragiles pour supporter le poids d'une condamnation. Julien Perrin apparut à la barre pâle, fermé, le regard fixe, et sa silhouette banale contrastait violemment avec l'image presque mythique que certains médias avaient façonnée de lui, celle d'un prédateur resté invisible pendant 2 décennies, et cette dissonance troubla une partie du public, car la réalité humaine, imparfaite et complexe, ne correspond jamais tout à fait aux archétypes simplifiés des unes de journaux. L'accusation retraça minutieusement la chronologie du 14 novembre 1998, détaillant les déplacements supposés, les minutes manquantes, le détour inexpliqué vers les quais, la concordance génétique partielle présentée comme un fil ténu mais déterminant reliant l'accusé à la scène, et chaque élément était exposé avec une précision chirurgicale, projeté sur écran, commenté, disséqué, transformant des données techniques en narration accusatrice cohérente. La défense répondit en fragmentant ce récit, attaquant chaque point, soulignant les incertitudes, rappelant que l'ADN partiel ne désignait pas un individu unique mais un ensemble statistique restreint, que les souvenirs reconstruits 20 ans plus tard étaient vulnérables aux influences médiatiques, que l'absence de témoins directs laissait un vide immense au cœur du dossier, et cette bataille d'arguments créait une tension presque physique dans la salle, un balancement constant entre conviction et doute. Les experts défilèrent, chacun apportant son langage spécialisé, ses graphiques, ses probabilités, et le jury devait naviguer dans cette mer de termes techniques, cherchant à distinguer la certitude de la simple vraisemblance, et à chaque pause les couloirs bruissaient de conversations étouffées, de regards échangés, de commentaires prudents sur la solidité ou la fragilité des démonstrations. La famille de Claire, assise au premier rang, demeurait droite,
digne, mais chaque mot prononcé semblait raviver une douleur ancienne, chaque description des faits replongeait dans cette nuit pluvieuse où tout avait basculé, et lorsqu'une photographie de la jeune femme fut projetée, un silence dense envahit la salle, rappel brutal que derrière les débats scientifiques se trouvait une vie interrompue, une absence jamais comblée. Un moment clé survint lorsque l'accusation présenta une reconstitution numérique du trajet supposé de Perrin, superposant les données téléphoniques anciennes, les relevés de bornes, les horaires estimés, et cette animation, froide et méthodique, donnait l'impression d'une mécanique implacable menant inévitablement vers les quais du Rhône, vers ce point précis où le vélo avait été retrouvé, mais la défense contesta la fiabilité des archives téléphoniques de l'époque, évoquant des marges d'erreur. Des imprécisions dans la conservation des données. Julien Perrin prit finalement la parole, d'une voix basse mais ferme, répétant qu'il n'avait jamais rencontré Claire, qu'il ignorait comment son ADN aurait pu se retrouver sur un fragment de tissu lié à l'affaire, qu'il était devenu le visage commode d'un besoin collectif de résolution, et ces mots, simples et directs, divisèrent l'auditoire, certains y percevant la froideur d'un homme calculateur, d'autres la sincérité d'un individu acculé par des coïncidences malheureuses. À l'extérieur du palais de justice, les caméras captaient chaque entrée, chaque sortie, et Lyon revivait au rythme des audiences, les cafés diffusant en continu les analyses, les débats opposant partisans de la culpabilité et défenseurs du doute raisonnable, et le cold case de 1998, autrefois poussiéreux, devenait un miroir tendu à la société sur sa confiance dans la science, dans la mémoire, dans l'institution judiciaire. Au fil des jours, un détail ancien refit surface, une fibre microscopique trouvée sur le manteau de Claire et longtemps jugée inexploitable, désormais comparée à des textiles saisis au domicile de Perrin, et si la correspondance n'était pas absolue, elle ajoutait une couche supplémentaire de suspicion, un élément de plus dans un édifice déjà complexe, renforçant l'idée d'une convergence troublante de traces. La défense riposta en présentant des témoignages de proches décrivant Perrin en 1998 comme un homme réservé mais sans antécédents violents connus, soulignant son parcours professionnel stable, ses relations durables, cherchant à humaniser celui que l'accusation présentait comme une présence menaçante dans l'ombre des quais, et cette confrontation entre portraits psychologiques et indices matériels accentuait le caractère profondément ambigu du dossier. Les plaidoiries finales cristallisèrent cette tension, l'avocat général évoquant la persévérance de la justice, la nécessité de ne pas laisser un crime impuni simplement parce que le temps a passé, affirmant que les pièces du puzzle, prises ensemble, formaient une image suffisamment nette pour emporter la conviction, tandis que la défense implorait le jury de résister à l'émotion collective, de se souvenir que le doute, même mince, doit profiter à l'accusé. Lorsque le jury se retira pour délibérer, l'attente devint presque insoutenable, chaque minute semblant s'étirer indéfiniment, et dans cette suspension, chacun se retrouvait seul face à ses propres convictions, à sa propre interprétation des preuves, à sa propre conception de la justice, et la ville entière semblait retenir son souffle comme elle l'avait fait 20 ans plus tôt. Le verdict tomba en fin de journée, acquittement pour insuffisance de preuves, une décision prononcée d'une voix neutre mais dont l'impact résonna comme une onde de choc, certains laissant éclater leur indignation, d'autres murmurant que le doute raisonnable avait prévalu, et au milieu de cette cacophonie d'émotions contradictoires, la famille de Claire demeurait figée, confrontée à une nouvelle forme d'absence, celle d'une vérité judiciaire inachevée. Julien Perrin quitta le tribunal libre, mais marqué à jamais par des années de soupçons et un procès public retentissant, et pour beaucoup l'acquittement ne signifiait pas innocence absolue, seulement impossibilité de condamner, nuance juridique qui nourrit les discussions sans jamais apaiser totalement les esprits, laissant planer une brume persistante sur les quais du Rhône. Ainsi le cold case de Lyon 1998, malgré une arrestation tardive et un procès médiatisé, demeurait partiellement irrésolu dans la conscience collective, suspendu entre science et incertitude, entre besoin de clôture et réalité des preuves imparfaites, et tandis que la vie quotidienne reprenait son cours, que les joggeurs continuaient de longer le fleuve à l'aube, l'écho de cette nuit pluvieuse persistait, discret mais tenace, rappelant que certaines énigmes, même affrontées devant un tribunal, ne livre jamais une réponse entièrement satisfaisante, laissant derrière elle une question ouverte qui traverse le temps et s'inscrit durablement dans la mémoire d'une ville. L'acquittement ne referma rien, il ouvrit au contraire une nouvelle faille, plus discrète mais plus profonde, comme si la décision du jury avait déplacé le centre de gravité de l'affaire sans jamais en dissiper le mystère, et dans les jours qui suivirent, Lyon se réveilla avec une sensation étrange, celle d'avoir assisté à un moment historique sans pour autant avoir obtenu la paix promise,
car un cold case peut être jugé sans être véritablement résolu, et cette nuance s'imposa brutalement dans les conversations, dans les regards, dans le silence pesant qui retomba sur les quais du Rhône. La famille de Claire se retrouva face à un vide renouvelé, un espace où l'espoir né de l'arrestation tardive s'était transformé en une forme d'épuisement moral, non pas la colère spectaculaire des premières années, mais une fatigue plus sourde, plus tenace, celle de ceux qui ont attendu si longtemps qu'ils ne savent plus comment mesurer le temps autrement qu'en anniversaire douloureux, et pourtant ils refusèrent de laisser le dossier retourner à l'ombre, convaincus qu'au-delà du verdict subsistait une vérité factuelle encore inaccessible. Au sein de la police judiciaire, l'acquittement provoqua un mélange d'amertume et de détermination, car les enquêteurs savaient que le doute raisonnable ne signifiait pas l'erreur absolue, mais il imposait une réalité juridique claire, impossible de revenir devant les assises avec les mêmes éléments, impossible d'ignorer les fragilités mises en lumière pendant le procès, et cette prise de conscience força une réévaluation complète du dossier, une nouvelle plongée dans les archives, comme si l'on cherchait à entendre ce que le bruit médiatique avait peut-être couvert. Les scellés furent de nouveau examinés, non plus seulement sous l'angle de la correspondance génétique, mais dans une perspective plus large, cherchant des microtraces négligées, des particules invisibles en 1998, et cette patience méthodique contrastait avec l'urgence des premières années, révélant une évolution profonde dans la manière d'aborder les cold cases, moins spectaculaire, plus analytique, presque obstinée dans sa lenteur. Un détail jusque-là secondaire attira l'attention d'un jeune analyste, une trace de pollen retrouvée sur le manteau de Claire, identifiée à l'époque comme commune et sans valeur probante, mais réinterprétée à la lumière de nouvelles bases de données environnementales, et cette minuscule signature végétale suggérait un passage dans une zone spécifique en amont des quais, un parc peu fréquenté en novembre, modifiant subtilement la cartographie supposée des derniers instants de la victime. Cette hypothèse entraîna une série de vérifications, relecture des témoignages de riverains proches du parc, examen d'anciens signalements de comportements suspects, et peu à peu un nom émergea des marges du dossier, non pas Julien Perrin, mais un autre individu interrogé brièvement en 1998 puis écarté faute d'éléments, un homme aujourd'hui décédé, dont le profil psychologique correspondait davantage à certains aspects de la scène décrits par les premiers intervenants. La révélation de cette piste interne ne fut pas immédiatement rendue publique, car les enquêteurs savaient combien l'opinion était sensible, combien la moindre information pouvait être interprétée comme la preuve d'une erreur passée, et ils avancèrent avec prudence, conscients que la crédibilité de l'institution dépendait autant de sa capacité à reconnaître ces zones d'ombre que de sa volonté de les éclairer. Dans la ville, cependant, les spéculations reprirent, alimentées par des fuites partielles et des rumeurs numériques, certains affirmant que le véritable coupable n'avait jamais été inquiété, d'autres accusant la justice d'avoir sacrifié un homme sur l'autel de la pression médiatique avant de se rétracter, et cette polarisation révéla combien l'affaire Claire Morel avait dépassé le cadre d'un simple fait divers pour devenir un symbole, un point de projection pour les angoisses collectives liées à la sécurité et à la confiance dans les institutions. Les journalistes spécialisés replongèrent eux aussi dans les archives, comparant les déclarations de 1998 aux standards actuels d'enquête, interrogeant d'anciens magistrats, évoquant les limites technologiques de l'époque, et chaque article, chaque émission ajoutait une couche narrative supplémentaire, parfois éclairante, parfois confuse, créant un paysage médiatique où vérité et interprétation s'entremêlaient étroitement. Pendant ce temps, les enquêteurs explorèrent les liens possibles entre la nouvelle piste et d'autres affaires non élucidées de la fin des années 90, cherchant un schéma, une signature comportementale, et cette approche comparative révéla des similitudes troublantes, des horaires similaires, des zones géographiques proches, mais aucune preuve directe ne venait consolider l'hypothèse, laissant l'enquête dans un état intermédiaire, ni totalement relancée ni totalement figée. La mémoire collective, elle, continuait d'évoluer, et dans les écoles, dans les discussions familiales, le nom de Claire était devenu une référence, un rappel de la fragilité de la sécurité urbaine, un récit transmis à voix basse comme une mise en garde, et cette transformation d'un événement tragique en mythe local renforçait le poids émotionnel de chaque nouvelle révélation. Les autorités décidèrent finalement de communiquer sur la réouverture partielle des investigations, non pas comme un aveu d'erreur, mais comme la preuve que l'affaire restait active, que l'acquittement n'avait pas clos la quête de vérité, et cette déclaration officielle provoqua un regain d'attention, une nouvelle vague d'appels à témoins, certains anciens habitants de Lyon se manifestant après des années de silence, apportant des souvenirs fragmentaires, des impressions longtemps jugées insignifiantes.
Parmi ces témoignages tardifs, celui d'une femme affirmant avoir croisé Claire près du parc identifié par le pollen suscita un intérêt particulier, car il déplaçait la scène potentielle du crime, redessinait les trajectoires, mais là encore le temps jouait contre la précision, et les enquêteurs durent distinguer soigneusement ce qui relevait d'un souvenir authentique de ce qui pouvait être influencé par les débats récents. À mesure que l'enquête avançait dans cette nouvelle direction, une réalité persistait, la vérité absolue pourrait ne jamais être accessible, car les acteurs potentiels avaient vieilli, certains étaient morts, les traces matérielles s'étaient altérées, et cette conscience de la limite temporelle imprégnait chaque décision, chaque expertise, chaque déplacement sur le terrain. Ainsi, malgré l'arrestation spectaculaire, malgré le procès et l'acquittement, le cold case de Lyon 1998 demeurait une énigme partiellement ouverte, un dossier qui refusait de se laisser enfermer dans une conclusion simple, et dans les nuits pluvieuses où le Rhône reflète les lumières de la ville, il subsiste une sensation diffuse, celle d'une histoire inachevée, d'une vérité encore en suspens, qui continue de hanter les consciences et de rappeler que certaines affaires ne se terminent pas par un verdict, mais par une question persistante inscrite dans la mémoire collective. Les années suivantes n'apportèrent ni révélations spectaculaires ni aveux tardifs, seulement une succession de tentatives patientes, presque obstinées, pour arracher au passé une cohérence qu'il semblait refuser, et le cold case de 1998 continua de flotter au-dessus de Lyon comme une présence invisible, moins bruyante qu'au moment du procès, mais plus ancrée encore dans la conscience collective, comme si l'acquittement avait transformé l'affaire en énigme permanente plutôt qu'en dossier clos. La cellule spécialisée dans les affaires anciennes fut officiellement chargée de reprendre l'intégralité du travail, non pour répéter ce qui avait déjà été fait, mais pour regarder autrement, déplacer l'angle d'analyse, questionner les évidences admises, et cette approche nouvelle reposait sur une idée simple et vertigineuse: si la vérité n'a pas émergé en 20 ans, c'est peut-être que la question posée n'était pas la bonne. Les enquêteurs reconstituèrent une chronologie élargie des jours précédant la disparition de Claire, examinant non seulement la nuit du 14 novembre, mais la semaine entière, ses habitudes modifiées, un rendez-vous annulé, un appel resté sans réponse, et ce déplacement du regard révéla une série de micro-événements jusqu'alors jugés insignifiants, mais qui, mis bout à bout, dessinaient une toile plus complexe que le simple scénario d'une agression opportuniste sur les quais. Un courriel retrouvé dans une ancienne sauvegarde informatique attira particulièrement l'attention, message bref évoquant un malaise, une inquiétude non précisée, et bien que son contenu restât ambigu, il suggérait que Claire avait peut-être perçu une menace avant la nuit fatale, hypothèse qui réorientait l'enquête vers l'idée d'une interaction préalable, d'une tension latente plutôt que d'un hasard brutal. Cette piste mena à l'examen approfondi de son environnement universitaire, à l'audition renouvelée d'anciens camarades et enseignants, et certains évoquèrent un individu au comportement insistant, jamais officiellement signalé mais perçu comme dérangeant, et si ces souvenirs tardifs ne constituaient pas des preuves, ils alimentaient néanmoins une hypothèse alternative, celle d'une relation asymétrique ayant dégénéré. Parallèlement, l'analyse des données urbaines permit de cartographier les zones d'ombre du quartier en 1998, les caméras inexistantes, les chantiers temporaires, les espaces mal éclairés, révélant combien la ville de l'époque offrait des angles morts que l'on peine aujourd'hui à imaginer, et cette relecture spatiale renforça l'idée que le crime avait pu se dérouler dans un périmètre légèrement différent de celui initialement retenu. La question du vélo, retrouvée soigneusement posée, revint au centre des discussions internes, car ce détail, souvent mentionné mais rarement exploré en profondeur, suggérait une mise en scène minimale, un geste contrôlé, incompatible avec une explosion de violence totalement imprévisible, et cette nuance comportementale orienta les analyses vers un profil plus méthodique, moins impulsif que celui initialement envisagé. Les experts en psychologie criminelle furent sollicités pour établir un portrait hypothétique indépendant des suspects connus, et leurs conclusions décrivaient un individu familier des lieux, capable de maîtriser son environnement, potentiellement intégré socialement, ce qui relançait indirectement le débat sur la banalité apparente du mal, sur la possibilité qu'un visage ordinaire ait croisé des centaines de regards sans éveiller le moindre soupçon. Pendant ce temps, la famille de Claire poursuivait son combat avec une détermination calme, multipliant les rencontres publiques, rappelant que derrière les analyses et les hypothèses se trouvait une personne réelle, une vie interrompue, et leur constance empêchait l'affaire de sombrer dans l'oubli, maintenant une pression morale sur les institutions sans jamais céder à la colère spectaculaire.
Un développement inattendu survint lorsque les enquêteurs reçurent une lettre anonyme évoquant des détails précis de la nuit du drame, des éléments jamais rendus publics, et si l'authenticité de cette correspondance demeurait incertaine, elle força une vérification méticuleuse, une comparaison des informations mentionnées avec les archives confidentielles, et cette intrusion mystérieuse rappela combien les cold cases peuvent susciter des manipulations autant que des révélations. L'analyse graphologique et les tentatives d'identification de l'expéditeur restèrent infructueuses, mais le contenu de la lettre introduisait un détail troublant, la mention d'un chemin secondaire longeant le fleuve, rarement emprunté à l'époque, et cette précision recoupait partiellement l'hypothèse du parc identifié grâce au pollen, créant une convergence inattendue entre deux pistes indépendantes. Cette convergence incita les enquêteurs à organiser de nouvelles fouilles ciblées, utilisant des technologies de détection avancées pour explorer des zones jamais sondées en profondeur, et bien qu'aucun élément matériel décisif ne fût découvert, la démarche elle-même symbolisait une volonté persistante de ne rien laisser inexaminé, même des décennies après les faits. Au fil de ces investigations renouvelées, une réalité s'imposait avec une clarté presque douloureuse, la vérité complète pourrait dépendre d'un élément désormais inaccessible, un témoignage jamais donné, une trace détruite par le temps, et cette conscience de la limite humaine face à l'érosion des preuves donnait à l'affaire une dimension presque tragique, celle d'une quête confrontée à l'irréversibilité. Pourtant, malgré l'absence de révélations spectaculaires, le travail accompli modifia subtilement la perception collective, l'affaire ne se réduisait plus à l'arrestation suivie d'un acquittement, elle devenait un processus continu, une enquête vivante qui refusait d'être classée, et cette dynamique entretenait une forme d'espoir discret, moins flamboyant que celui des premiers jours, mais plus enraciné dans la patience. Aujourd'hui encore, lorsque la pluie tombe sur les quais du Rhône, certains se souviennent de cette nuit de novembre, du vélo immobile, du fragment de tissu devenu symbole d'un cold case complexe, et si aucune condamnation définitive n'a apporté la clôture attendue, l'affaire Claire Morel continue d'exister comme une question ouverte, une énigme persistante qui traverse les années et rappelle que la justice, parfois, avance par fragments, par retour, par hésitation, sans jamais promettre une résolution parfaite, mais en laissant derrière elle une trace indélébile dans la mémoire d'une ville qui n'a jamais cessé de chercher. Le temps n'a pas effacé l'affaire, il l'a transformée, il l'a étirée comme une ombre qui change de forme selon la lumière, et plus les années passent, plus le cold case de 1998 semble appartenir à deux époques à la fois, celle d'une ville encore insouciante à la fin du siècle dernier et celle d'une métropole moderne obsédée par les données, les traces numériques, les reconstructions scientifiques, et dans cet écart temporel se glisse une question persistante, celle de savoir si la vérité a été manquée une première fois ou si elle s'est simplement dérobée. La cellule dédiée aux affaires non résolues décida d'élargir encore le champ d'analyse en intégrant des outils d'intelligence artificielle capables de croiser des milliers de paramètres anciens, horaires, déplacements, profil psychologique, signalement périphérique, et cette approche algorithmique produisit des corrélations inattendues, non pas des preuves, mais des rapprochements statistiques entre l'affaire Claire Morel et d'autres agressions survenues dans la région Rhône-Alpes à la fin des années 90. Parmi ces correspondances, une série d'incidents mineurs, longtemps classés séparément, présentait des similitudes troublantes, des attaques nocturnes près de zones fluviales, des témoins décrivant un homme discret, poli, capable de disparaître rapidement dans le tissu urbain, et si aucun de ces dossiers n'avait conduit à une condamnation, leur juxtaposition dessinait une silhouette floue, celle d'un possible prédateur méthodique évoluant à la marge de la visibilité sociale. Cette hypothèse relança les vérifications sur des individus déjà identifiés dans ces affaires connexes, certains incarcérés pour d'autres crimes, d'autres décédés, et chaque non réexaminé représentait une possibilité, un embranchement alternatif de l'histoire qui aurait pu changer le cours du procès, mais la majorité de ces pistes se dissolvait après quelques semaines d'analyse, rappelant que les corrélations statistiques ne remplacent jamais les preuves matérielles. Dans le même temps, une initiative citoyenne prit forme, un collectif d'habitants et d'étudiants en droit organisant des conférences publiques sur les cold cases, utilisant l'affaire de Lyon comme étude emblématique des limites et des promesses de la justice contemporaine, et ces débats, parfois passionnés, révélaient combien l'histoire de Claire avait dépassé le cadre judiciaire pour devenir un objet de réflexion sociétale, un prisme à travers lequel interroger la mémoire, la responsabilité et le progrès scientifique. La famille, elle, choisit une voie plus intime, finançant une expertise indépendante supplémentaire sur les scellés conservés, dans l'espoir qu'un détail microscopique, ignoré jusqu'alors, puisse émerger, et cette démarche,
discrète mais déterminée, témoignait d'une confiance persistante dans la science tout en révélant une angoisse silencieuse, celle de voir le dossier s'enliser définitivement dans l'irrésolution. Les nouveaux examens confirmèrent certaines conclusions antérieures, infirmèrent d'autres, mais n'apportèrent pas la pièce manquante attendue, seulement une clarification. La trace génétique partielle restait compatible avec plusieurs profils masculins de la région à l'époque, réduisant encore la probabilité d'une identification unique, et cette précision technique, loin d'apaiser les tensions, rouvrit le débat sur la pertinence de l'arrestation initiale. Dans les médias, un documentaire long format retraça l'intégralité du parcours judiciaire, exposant les hésitations, les avancées, les impasses, et en donnant la parole à d'anciens enquêteurs, à des experts indépendants, à des proches de Claire, il fit émerger une image nuancée, ni triomphante ni accusatrice, mais marquée par la complexité, par l'idée qu'un cold case n'est pas seulement une énigme criminelle, c'est aussi un miroir des limites humaines. Cette médiatisation renouvelée provoqua un afflux de témoignages tardifs, certains crédibles, d'autres manifestement influencés par le récit télévisuel, et la cellule d'enquête dut trier avec une rigueur extrême, consciente que chaque nouvelle piste pouvait être à la fois une chance et une diversion, et cette vigilance constante révélait combien l'affaire demeurait sensible, presque inflammable dans l'espace public. Un élément inattendu surgit lorsque des archives hospitalières anciennes mirent en évidence la présence, la nuit du drame, d'un individu blessé légèrement aux mains, soigné pour des coupures superficielles dans un établissement proche du fleuve, et bien que ce détail n'ait pas été relié à l'époque à la disparition de Claire, sa redécouverte suscita une vérification approfondie, l'homme en question étant depuis décédé, sans antécédent judiciaire connu. Les enquêteurs tentèrent de reconstituer son parcours, ses relations, ses déplacements, mais le temps avait effacé une grande partie des traces, et cette piste, prometteuse sur le papier, se révéla insaisissable, ajoutant une couche supplémentaire à l'impression que la vérité se situait toujours à portée de main sans jamais se laisser saisir pleinement. Au fil des années, l'affaire évolua dans la mémoire collective, passant du statut de drame contemporain à celui de récit historique local, enseigné parfois dans des cours de criminologie comme exemple des défis propres au cold case, et cette transformation donnait à l'histoire une dimension presque pédagogique, comme si le destin individuel de Claire contribuait désormais à une réflexion plus large sur la justice et le temps. Pourtant, derrière cette abstraction croissante, subsistait une réalité simple et brute. Une jeune femme avait perdu la vie et personne n'avait été définitivement reconnu responsable, et cette vérité élémentaire empêchait toute conclusion confortable, maintenant l'affaire dans une zone d'inachèvement moral. Aujourd'hui, lorsque l'on traverse les quais du Rhône au crépuscule, il est difficile de ne pas ressentir une légère tension, une résonance silencieuse avec ce passé non résolu, et même si la ville a changé, même si les éclairages sont plus nombreux et les caméras omniprésentes, l'ombre de 1998 persiste comme un rappel que la modernité n'efface pas les mystères anciens. Ainsi se poursuit le cold case de Lyon, non plus comme une enquête haletante dominée par une arrestation spectaculaire, mais comme une quête lente, fragmentée, traversée par des avancées partielles et des reculs inévitables, une histoire qui refuse la simplicité d'un verdict définitif et qui laisse derrière elle une interrogation durable, suspendue entre passé et présent, entre certitude scientifique et incertitude humaine, inscrite pour longtemps dans la mémoire d'une ville qui continue, année après année, à chercher une réponse que le temps semble protéger jalousement. 28 ans ont passé depuis cette nuit de novembre et pourtant, à Lyon, il suffit qu'une pluie fine commence à tomber sur les pavés pour que le souvenir remonte, précis, presque intact, comme si le cold case de 1998 refusait d'entrer dans l'oubli définitif, et ce qui frappe désormais n'est plus seulement la violence du crime ou l'échec d'une condamnation, mais la manière dont cette affaire s'est infiltrée dans le tissu même de la ville, devenant une cicatrice discrète, invisible pour les visiteurs, mais parfaitement perceptible pour ceux qui savent. Les générations ont changé, les étudiants de la Croix-Rousse ne connaissent Claire Morel que par fragments, par articles d'archives, par discussion familiale, et pourtant son nom circule encore, associé à une question simple et implacable. Qui a fait ça? Et comment a-t-on pu passer si près d'une réponse sans jamais la saisir complètement? Et cette interrogation, transmise presque malgré elle, entretient la vitalité du dossier plus sûrement que n'importe quelle relance médiatique. La cellule Cold Case, désormais composée d'enquêteurs qui n'étaient même pas en service en 1998, travaille avec une distance nouvelle, moins émotionnelle, plus analytique, et cette génération aborde le dossier comme une énigme à décoder plutôt que comme un traumatisme vécu, mais au fil des pages, au fil des photographies,
au fil des rapports, ils sentent eux aussi le poids singulier de cette affaire, la densité d'un dossier qui a traversé les décennies sans se refermer. Un programme expérimental de généalogie génétique, autorisé dans un cadre strict, fut envisagé pour tenter d'exploiter à nouveau la trace ADN partielle, en croisant les données avec des bases élargies, et cette perspective ouvrit un champ de possibilités inédit, celui de remonter indirectement vers un individu par ses apparentés, méthode déjà utilisée dans d'autres pays pour résoudre des cold cases anciens, mais elle souleva immédiatement des débats éthiques, des questions sur la vie privée, sur la frontière entre progrès technologique et intrusion. Les discussions furent longues, juridiques, techniques, et finalement une version limitée du dispositif fut validée, permettant d'explorer des correspondances éloignées sans accès direct à des données sensibles, et lorsque les premiers résultats arrivèrent, ils révélèrent plusieurs pistes familiales potentielles, dispersées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes à la fin des années 90, aucun nom précis, mais des branches, des lignes généalogiques à examiner une à une. Ce travail patient de recoupement, d'identification, de vérification des présences à Lyon en 1998 prit des mois, puis des années, et il ne produisit pas la révélation spectaculaire espérée, mais il réduisit progressivement le champ des possibilités, éliminant certains profils, en confirmant d'autres comme théoriquement compatibles avec la trace partielle, et cette lente réduction de l'inconnu donna au dossier une nouvelle dynamique, moins dramatique mais plus structurée. Dans le même temps, une évolution inattendue se produisit du côté de Julien Perrin, qui décida de publier un récit personnel de son arrestation et de son procès, affirmant vouloir reprendre le contrôle d'une histoire qui avait redéfini sa vie, et cette prise de parole raviva les tensions, certains y voyant une tentative de réhabilitation, d'autres une provocation envers la famille de Claire, et l'affaire reprit brièvement le devant de la scène médiatique. Ce livre, loin d'apporter des éléments factuels nouveaux, exposait surtout le sentiment d'avoir été désigné comme coupable idéal, et il rappelait indirectement une vérité dérangeante, l'acquittement n'efface pas le soupçon dans l'opinion publique, et cette persistance du doute collectif compliquait encore la perception globale du cold case, brouillant les frontières entre justice rendue et vérité ressentie. Pendant que le débat public s'agitait de nouveau, les enquêteurs poursuivaient leur travail en silence, et une correspondance généalogique plus précise finit par émerger, reliant la trace ADN à une famille ayant vécu à proximité du parc identifié par le pollen, à quelques centaines de mètres des quais, et l'un des membres masculins de cette famille, âgé d'une trentaine d'années en 1998, présentait un profil compatible avec plusieurs paramètres comportementaux établis par les experts. Cet homme, aujourd'hui sexagénaire, n'avait jamais été inquiété dans l'affaire, son nom n'apparaissait qu'une seule fois dans les archives, comme résident du quartier, et sa trajectoire de vie semblait banale, ponctuée d'emplois discrets, de déménagements successifs, sans condamnation majeure, et c'est précisément cette normalité qui rappela aux enquêteurs les conclusions psychologiques initiales, un individu intégré, familier des lieux, capable de se fondre dans l'environnement. Les vérifications furent conduites avec une prudence extrême, comparaison ADN autorisée dans un cadre légal strict, audition informelle, analyse de cohérence temporelle, et les premiers résultats ne furent ni totalement incriminants ni totalement exonérants, ils indiquaient une compatibilité accrue avec la trace partielle, plus significative que celle observée lors de l'arrestation précédente, sans toutefois atteindre le seuil d'une certitude absolue. Cette découverte plaça l'affaire dans une zone critique, car engager une nouvelle procédure impliquait de tirer les leçons du passé, d'éviter toute précipitation, et la décision de poursuivre ou non devait être fondée sur une accumulation solide d'éléments convergents, et non sur l'espoir collectif d'une conclusion. La famille de Claire fut informée avec une transparence mesurée, et leur réaction fut à la fois prudente et émue, comme si l'expérience du procès précédent les avait rendus à la fois plus résistants et plus vulnérables, conscients que chaque avancée peut déboucher sur une nouvelle déception, mais incapables de renoncer à la perspective d'une vérité enfin clarifiée. Lyon, de son côté, observe avec une attention retenue, moins passionné qu'autrefois mais plus lucide, et dans les rues rénovées, sous les éclairages modernes, l'ombre de 1998 demeure, non plus comme un choc immédiat, mais comme une question persistante, un rappel que le temps n'efface pas tout, qu'il transforme les mystères sans nécessairement les dissoudre. Ainsi le cold case continue, non pas figé dans le passé, mais en mouvement, lent, méthodique, porté par des outils nouveaux et par une mémoire collective qui refuse l'oubli, et alors que les enquêteurs s'apprêtent à décider si les éléments accumulés suffisent à rouvrir officiellement une procédure, une certitude s'impose, quelle que soit l'issue,
l'affaire Claire Morel restera inscrite dans l'histoire de Lyon comme le symbole d'une quête de vérité inlassable, traversant les décennies sans jamais perdre son intensité, suspendue entre la science et le doute, entre la justice et le silence. La nuit où tout a basculé à nouveau, Lyon retenait son souffle comme en 1998, mais cette fois ce n'était plus le silence d'une disparition, c'était le fracas d'une vérité qui remontait des profondeurs, une vérité longtemps enterrée sous la poussière des archives et l'oubli administratif, et quand les gyrophares ont éclairé la façade anonyme d'un pavillon de la périphérie, les voisins ont compris que le cold case n'était plus un simple souvenir morbide, qu'il redevenait une affaire vivante. Brûlante, capable de raviver les peurs anciennes et les colères intactes, parce qu'une arrestation tardive venait de frapper comme la foudre, 28 ans après les faits, et le nom prononcé par les enquêteurs a résonné comme une détonation dans toute la région, un homme discret, intégré, sans histoire apparente, arrêté à l'aube sous les yeux incrédules de sa famille, menotté dans le froid humide d'un matin de février, tandis que les caméras s'agglutinaient déjà derrière les rubans de sécurité. Les habitants du quartier se rappelaient à peine l'affaire, certains n'étaient même pas nés lorsque le corps de la jeune femme avait été retrouvé au bord de la Saône, abandonné entre les herbes hautes et les gravats d'un chantier désert, un visage figé dans une expression que les premiers policiers n'ont jamais oubliée, mélange d'effroi et d'incompréhension, comme si la victime avait vu son destin surgir sans prévenir, et ce regard, capturé sur les clichés jaunis du dossier, est resté pendant des décennies l'emblème d'une enquête qui n'aboutissait pas, un symbole d'impuissance judiciaire, une cicatrice pour la famille, un mystère obsédant pour les enquêteurs qui se sont succédés. En 1998, la ville vibrait au rythme des rumeurs, on parlait d'un rôdeur, d'un prédateur méthodique, d'un inconnu aperçu près des quais, les témoignages se contredisaient, les pistes s'évanouissaient, et malgré les battues, les interrogatoires, les perquisitions, rien de solide ne permettait d'identifier un suspect, si bien que le dossier a glissé lentement vers la pile des affaires non résolues, classées sans être oubliées, mais condamnées à dormir dans l'ombre, jusqu'à ce que les progrès scientifiques réveillent ce passé que beaucoup auraient préféré laisser tranquille. C'est une trace infime, un fragment biologique négligé à l'époque faute de technologie suffisante, qui a rouvert la plaie, une empreinte génétique partielle conservée presque par hasard, réanalysée des années plus tard dans le cadre d'un programme national de réexamen des cold cases, et soudain un profil compatible est apparu dans une base de données enrichie par le temps, un rapprochement statistique d'abord fragile, puis confirmé par des expertises successives, et les enquêteurs ont compris qu'il tenait enfin un fil tangible, un fil qui les menait droit vers cet homme ordinaire dont la vie semblait irréprochable. L'arrestation a déclenché une onde de choc immédiate, les anciens titres de presse ont ressurgi, les archives télévisées ont été rediffusées, la photo de la victime est revenue sur les écrans, et dans les cafés de Lyon on murmurait que la justice avait fini par rattraper le passé, mais derrière l'annonce officielle, l'enquête prenait une dimension plus complexe, car l'homme interpellé niait catégoriquement, évoquait une erreur, une contamination, une coïncidence génétique improbable, et son avocat parlait déjà d'acharnement, de dossiers fragiles reposant sur un seul élément matériel. Les interrogatoires se sont enchaînés dans une atmosphère électrique, les enquêteurs confrontaient le suspect aux éléments scientifiques, aux reconstitutions, aux anciens témoignages réévalués à la lumière de cette nouvelle piste, et chaque réponse évasive, chaque silence pesant, alimentait la tension, tandis que les proches de la victime observaient de loin, partagés entre l'espoir d'une vérité définitive et la peur d'une nouvelle désillusion, car ils avaient déjà cru, à plusieurs reprises, que l'affaire touchait à sa résolution avant de voir les pistes s'effondrer. Ce qui rendait l'arrestation si bouleversante, ce n'était pas seulement le temps écoulé, c'était la banalité apparente du suspect, un homme qui avait construit une carrière stable, fondé une famille, participé à la vie associative locale, sans jamais attirer l'attention, et cette normalité affichée jetait un doute glaçant sur la capacité de la société à identifier ses propres ombres, comme si le monstre recherché pendant des années avait porté le masque du voisin serviable, du collègue ponctuel, du père attentif, et cette dissonance troublait profondément l'opinion publique. Les experts médico-légaux ont détaillé les correspondances génétiques avec une précision chirurgicale, expliquant que la probabilité d'erreur était infime, que les technologies actuelles permettaient une lecture fine des traces anciennes, et pourtant la défense insistait sur les zones d'ombre, sur la conservation des scellés, sur la chaîne de possession des preuves, cherchant la faille susceptible de fissurer l'accusation, car dans un dossier aussi ancien, le moindre doute pouvait devenir déterminant. Pendant ce temps,
les enquêteurs replongeaient dans les archives, réécoutaient les enregistrements d'époque, relisaient les procès-verbaux jaunis, cherchant à comprendre comment cet homme avait échappé au radar en 1998, comment son nom n'avait jamais émergé malgré les centaines d'auditions, et certains se demandaient si le hasard seul expliquait cette invisibilité ou si des erreurs, des négligences, avaient scellé le destin de l'enquête initiale. La région tout entière semblait suspendue à l'évolution de la procédure, chaque révélation partielle alimentait les débats, chaque fuite dans la presse rallumait la fièvre médiatique, et les réseaux sociaux, absents à l'époque des faits, amplifiaient désormais la moindre rumeur, transformant l'affaire en phénomène national, voire international, un exemple frappant de cold case résolu grâce aux avancées scientifiques, mais aussi un rappel brutal des lenteurs et des limites de la justice humaine. Dans les couloirs du palais de justice, les avocats, les magistrats, les journalistes se croisaient sous les voûtes froides, conscients de participer à un moment historique pour la ville, car au-delà du sort d'un homme, c'était la mémoire collective qui se rejouait, la possibilité de refermer une blessure ouverte depuis près de 3 décennies, et lorsque le suspect a été présenté au juge d'instruction, le silence qui a suivi l'énoncé des charges avait la densité d'un verdict anticipé. Pourtant rien n'était encore définitivement tranché, car l'homme persistait à clamer son innocence, évoquant un passé flou, des souvenirs incomplets, refusant d'expliquer certaines incohérences relevées par les enquêteurs, et cette résistance entretenait une part d'énigme, une zone d'ombre qui empêchait l'affaire de se transformer en simple récit de justice tardive, laissant planer la possibilité d'un rebondissement, d'un détail oublié capable de tout renverser. Les proches de la victime, eux, oscillaient entre soulagement et prudence, se rappelant les années de silence, les anniversaires marqués par l'absence, les questions restées sans réponse, et pour eux l'arrestation n'effaçait pas la douleur, elle la ravivait même, en exposant à nouveau le drame sous les projecteurs, en obligeant chacun à replonger dans cette nuit de 1998 où tout s'était arrêté. Au fil des audiences préliminaires, la tension ne retombait pas, au contraire elle s'intensifiait, car chaque expertise supplémentaire consolidait l'accusation tout en alimentant la controverse, et la population de Lyon observait ce duel judiciaire avec une fascination mêlée d'angoisse, consciente que l'issue du procès redéfinirait le récit collectif de l'affaire, transformerait soit un suspect tardif en coupable désigné, soit un homme arrêté en symbole d'erreur potentielle. Ainsi le cold case qui avait hanté la ville pendant des décennies se trouvait à un carrefour décisif, entre science et doute, entre mémoire et vérité, et tandis que la procédure avançait inexorablement, une question persistait dans les esprits, lancinante, obsédante, savoir si l'arrestation tardive constituait enfin la clé d'un mystère vieux de 28 ans ou simplement un nouvel épisode dans une énigme qui refusait obstinément de livrer tous ses secrets, laissant derrière elle un écho sourd. Une inquiétude durable, et la sensation troublante que certaines affaires, même rattrapées par la technologie, conservent toujours une part d'ombre impossible à dissiper totalement. Le procès s'ouvre dans une atmosphère saturée d'attente, comme si toute la ville de Lyon s'était donné rendez-vous dans cette salle d'audience aux murs clairs, prête à affronter enfin le fantôme de 1998, et lorsque l'accusé apparaît derrière la paroi de verre, plus voûté, plus pâle que lors de son arrestation, un frisson parcourt les bancs où se serrent journalistes, curieux et proches de la victime, car ce visage banal, presque effacé, est désormais associé à l'image glaçante d'un crime resté sans réponse pendant près de 3 décennies. Les débats commencent par la reconstitution minutieuse des faits, une plongée méthodique dans cette nuit où la jeune femme a disparu, quittant le domicile d'une amie sans jamais atteindre le sien, un trajet court, familier, qui s'est transformé en corridor vers l'inconnu, et à mesure que les horaires sont égrenés, que les témoignages d'époque sont relus, l'impression d'inéluctable se renforce, comme si chaque détail ordinaire avait contribué à refermer un piège invisible. Les enquêteurs de 1998 défilent à la barre, leurs cheveux ont blanchi mais leurs souvenirs restent précis, ils décrivent la découverte du corps près de la Saône, la scène figée, l'absence de témoins directs, la pluie fine qui avait brouillé certaines traces, et ils avouent sans détour leur frustration d'alors, ce sentiment d'avoir frôlé la vérité sans jamais pouvoir la saisir, faute d'outils suffisants, faute d'un indice décisif capable de transformer une intuition en preuve. Puis viennent les experts scientifiques, ceux qui ont rouvert le dossier des années plus tard, ils expliquent avec un calme clinique comment l'ADN partiel, longtemps inutilisable, a été amplifié, comparé, recoupé, jusqu'à faire apparaître une correspondance avec le profil de l'accusé, une correspondance statistiquement écrasante, presque irréfutable, et dans la salle le silence devient lourd, car la science semble parler avec une certitude froide, implacable. Pourtant la défense s'engouffre dans la moindre incertitude,
questionne la conservation des scellés, évoque la possibilité d'une contamination ancienne, rappelle que l'accusé n'a jamais figuré sur la liste des suspects initiaux, qu'aucun témoin ne l'a formellement identifié sur les lieux, qu'aucun mobile clair n'a été établi, et cette stratégie sème un trouble subtil, car si la génétique accuse, l'histoire personnelle de l'homme, elle, ne présente aucune faille évidente, aucun antécédent violent, aucune dérive connue. Les proches de la victime écoutent ces échanges avec une intensité douloureuse, chaque phrase ravive des images enfouies, chaque détail médical ou technique rappelle la brutalité du crime, et lorsque la mère de la jeune femme est appelée à témoigner, sa voix tremble mais ne cède pas, elle parle des années d'attente, des anniversaires passés à espérer un appel, des nuits sans sommeil, et son récit humanise soudain un dossier que les chiffres et les probabilités avaient rendu presque abstrait. Redonnant un visage, une voix, une vie à celle qui n'a jamais eu la chance de vieillir. L'accusé, lui, reste figé, ses mains serrées l'une contre l'autre, et lorsqu'il prend enfin la parole, il répète qu'il est innocent, qu'il ne connaît pas la victime, qu'il ignore comment son ADN aurait pu se retrouver sur la scène, il évoque un possible contact indirect, un objet partagé, une explication qui lui échappe mais qu'il juge forcément plausible, et cette ligne de défense, fragile en apparence, entretient pourtant une fissure dans la narration accusatrice, car l'absence de souvenir précis laisse la place à toutes les hypothèses. Les jours passent, les expertises s'enchaînent, les jurés prennent des notes, et la tension ne retombe jamais vraiment, car au-delà des éléments techniques, c'est la question du temps qui domine, comment juger aujourd'hui un acte supposé commis il y a 28 ans, comment démêler les certitudes de la mémoire altérée, comment peser la valeur d'une trace biologique face à l'érosion des souvenirs et à la disparition de certains témoins. Dans les couloirs du tribunal, les discussions sont vives, certains voient dans ce procès la victoire éclatante de la science sur l'oubli, d'autres redoutent un précédent dangereux où la seule génétique suffirait à condamner sans récit cohérent, sans aveu, sans mobile clairement établi, et cette fracture traverse l'opinion publique, divisant même ceux qui, au départ, saluaient unanimement l'arrestation tardive comme un tournant historique. Au fil des plaidoiries, l'accusation insiste sur la cohérence des éléments, sur la rareté de la correspondance génétique, sur l'absence d'explications alternatives crédibles, elle décrit un homme capable d'avoir dissimulé son geste derrière une façade irréprochable. Un homme qui aurait poursuivi sa vie comme si rien ne s'était produit, tandis que la famille de la victime sombrait dans le doute et la douleur, et cette image d'une double existence frappe les esprits, renforce l'idée d'un secret porté pendant des décennies. La défense, en réponse, met en garde contre la tentation de combler les silences par des suppositions, rappelle que la justice ne peut se satisfaire d'une narration séduisante, qu'elle exige des preuves solides et incontestables, et elle martèle que l'accusé a toujours coopéré, qu'il s'est soumis au prélèvement, qu'il n'a jamais tenté de fuir, laissant entendre qu'un véritable coupable aurait peut-être agi autrement, qu'il aurait montré des signes de panique ou de dissimulation. À mesure que l'issue approche, la salle d'audience semble respirer au même rythme que les jurés, chaque regard se tourne vers eux, porteur d'une décision qui dépasse le seul cadre individuel, car leur verdict viendra clore ou prolonger une affaire devenue emblématique, un cold case dont la résolution tardive a déjà marqué l'histoire judiciaire de la région. Lorsque le président du tribunal demande à l'accusé s'il a quelque chose à ajouter avant que la cour ne se retire pour délibérer, un silence dense s'installe, et l'homme répète, d'une voix presque brisée, qu'il n'a jamais fait de mal à cette jeune femme, qu'il comprend la douleur de la famille mais qu'il ne peut avouer un crime qu'il dit ne pas avoir commis, et ces mots flottent dans l'air comme une ultime tentative de renverser le cours d'un destin judiciaire qui semble déjà écrit. Les jurés se retirent, laissant derrière eux une salle suspendue à l'attente, les minutes s'étirent, interminables, chaque chuchotement paraît disproportionné, et dehors, sur les marches du palais, la foule s'est densifiée, les caméras sont braquées sur les portes closes, prêtes à capter l'instant où la justice parlera enfin. Quand les jurés reviennent, les visages sont graves, le verdict est énoncé d'une voix neutre qui contraste avec la tempête émotionnelle qu'il déclenche, car quelle que soit la décision, elle ne pourra jamais effacer les années perdues, ni restaurer la vie interrompue en 1998, elle ne fera qu'inscrire une conclusion officielle dans un dossier qui a longtemps défié toute logique. Et alors que la salle se vide lentement, que les proches de la victime se serrent les uns contre les autres, que l'accusé est reconduit sous escorte, Lyon reste avec un sentiment complexe, mélange de soulagement, de doute et de vertige, car même lorsque la justice tranche, il subsiste toujours une part d'ombre, une question persistante sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, sur les motivations profondes, sur les secondes exactes où tout a basculé, et cette part d'inconnu, malgré le
Verdict continue de hanter la mémoire collective, rappelant que certaines affaires, même jugées, ne cessent jamais tout à fait de résonner dans le silence des années. Après le verdict, la ville ne retrouve pas immédiatement son calme, elle oscille entre soulagement et malaise, comme si la décision rendue dans la salle d'audience n'avait fait que déplacer le centre de gravité du mystère sans l'abolir totalement, car condamner un homme près de 30 ans après les faits ne réécrit pas le passé, ne restitue pas les années volées, ne dissipe pas entièrement les zones d'ombre qui ont accompagné l'enquête depuis 1998, et dans les rues de Lyon, les conversations continuent, plus basses mais toujours chargées d'électricité, chacun cherchant à comprendre ce que cette affaire dit de la justice, du temps, et de la capacité d'un secret à survivre si longtemps. La famille de la victime parle d'un poids enfin soulevé, d'une reconnaissance officielle de la souffrance endurée, d'un nom associé au crime qui n'est plus une abstraction, mais derrière ces mots se lit encore une fatigue immense, celle d'avoir attendu presque 3 décennies pour entendre une cour prononcer une condamnation, celle d'avoir vu l'affaire sombrer puis ressurgir au gré des progrès scientifiques, et même dans la victoire judiciaire il reste une cicatrice que rien ne peut refermer. L'accusé, désormais condamné, quitte le tribunal sous escorte, silhouette effacée au milieu des uniformes, et son regard, capté un instant par les caméras, alimente déjà de nouvelles interprétations, certains y voient la froideur d'un homme démasqué, d'autres la stupeur d'un condamné qui clame encore son innocence, et cette ambiguïté persiste comme une braise sous les cendres, prête à raviver le débat à la moindre étincelle. Les experts commentent la portée du jugement, évoquent un tournant pour les cold cases, soulignent l'importance de conserver les scellés, de numériser les archives, de réexaminer les dossiers oubliés, et l'affaire de Lyon devient un exemple cité dans les colloques, une illustration spectaculaire de la puissance de l'ADN face à l'érosion du temps, mais aussi un rappel que la vérité judiciaire repose parfois sur un équilibre fragile entre certitude scientifique et interprétation humaine. Dans les semaines qui suivent, les médias reviennent sur chaque étape du dossier, rediffusent les images de 1998, confrontent les déclarations anciennes aux conclusions actuelles, et ce montage temporel crée une impression vertigineuse, comme si 2 époques s'étaient superposées, la fin des années 90 avec ses téléphones fixes et ses dossiers papier, et l'ère numérique capable de faire parler une trace microscopique, et au croisement de ces 2 mondes se tient un crime qui a traversé les décennies sans perdre sa capacité de troubler. Certains habitants du quartier où vivait le condamné confessent leur incompréhension, ils décrivent un homme discret, poli, sans éclat particulier, et cette banalité rétrospective inquiète davantage que n'importe quel portrait caricatural, car elle suggère qu'un drame peut se cacher derrière les façades les plus ordinaires, que la violence n'annonce pas toujours sa présence par des signes visibles, et cette idée s'infiltre dans les esprits, silencieuse, persistante. D'autres voix, plus critiques, continuent de questionner la solidité du dossier, évoquent la possibilité d'un recours, d'un appel, rappellent que la justice a déjà connu des erreurs retentissantes, et cette méfiance maintient l'affaire dans une zone grise, empêchant qu'elle se transforme en simple récit de triomphe judiciaire, car chaque certitude proclamée semble immédiatement accompagnée d'un doute murmuré. Pendant ce temps, les enquêteurs qui ont rouvert le dossier ressentent un mélange de fierté et d'épuisement, ils savent avoir contribué à résoudre une énigme qui les dépassait, mais ils sont aussi conscients que la vérité complète d'une nuit de 1998 ne sera jamais totalement accessible, que certaines motivations, certaines pensées, se sont dissoutes dans le temps, et que même une condamnation ne reconstitue pas intégralement la scène du crime. La Saône continue de couler, indifférente, le lieu où le corps avait été retrouvé est désormais bordé d'aménagements modernes, promeneurs et cyclistes passent sans toujours connaître l'histoire qui a marqué ces berges, et cette normalité retrouvée contraste avec l'intensité des débats récents, comme si la ville cherchait à absorber le choc, à intégrer le drame dans sa mémoire sans le laisser dominer son présent. Pourtant, à chaque anniversaire de la disparition, des fleurs réapparaissent discrètement, des bougies sont allumées, et le nom de la victime est prononcé avec une douceur grave, preuve que malgré le verdict, l'émotion demeure, que l'affaire n'est pas seulement un dossier clos mais une histoire humaine inscrite dans le tissu même de la communauté. Les juristes analysent déjà les implications du jugement pour d'autres enquêtes anciennes, encouragent les familles à ne pas perdre espoir, rappellent que le temps n'est plus un obstacle infranchissable pour la science, et cette perspective ouvre la porte à d'autres révélations possibles, à d'autres arrestations tardives qui pourraient, elles aussi, bouleverser des régions entières, comme Lyon l'a été. Mais derrière l'optimisme affiché, une question plus profonde persiste, celle de la mémoire et de l'oubli, car si la technologie permet de faire parler les traces, elle ne peut effacer les années de silence, ni restituer les conversations manquées, les gestes interrompus,
les futurs qui n'ont jamais eu lieu, et cette limite rappelle que la justice, même quand elle avance, reste humaine, imparfaite, confrontée à l'irréversibilité du temps. Dans les cafés, on évoque encore le cold case devenu symbole, on se souvient des titres alarmants, des rumeurs d'un prédateur invisible, puis de l'arrestation à l'aube, du procès sous tension, et chacun reconstruit l'histoire à sa manière, choisissant d'y voir soit la preuve que la vérité finit toujours par émerger, soit l'illustration d'une réalité plus complexe où le doute ne disparaît jamais totalement. La famille de la victime tente de se projeter au-delà du procès, parle de commémoration, d'action pour soutenir d'autres proches confrontés à l'attente, transformant la douleur en engagement, comme si donner un sens collectif à l'épreuve pouvait atténuer la solitude ressentie pendant toutes ces années, et dans cette démarche se dessine une forme de résilience qui dépasse le cadre strictement judiciaire. Quant au condamné, il devient un nom associé à une affaire emblématique, son histoire personnelle se réduit désormais à ce chapitre sombre, et qu'il continue ou non à contester la décision, il incarne pour beaucoup la fin d'un mystère, même si pour d'autres il demeure la figure controversée d'un dossier qui aura toujours suscité des interrogations. Lorsque la nuit tombe sur Lyon, les lumières se reflètent sur la rivière, et la ville paraît paisible, presque détachée du tumulte récent, mais sous cette surface tranquille subsiste la mémoire d'une disparition, d'un corps retrouvé, d'une enquête interminable, puis d'une arrestation tardive qui a bouleversé toute la région, et cette mémoire, faite de chocs successifs et de silences prolongés, s'inscrit durablement dans l'histoire locale, rappelant que certains drames ne s'effacent pas avec le temps, qu'ils se transforment, se transmettent, et continuent de résonner longtemps après que le tribunal a prononcé ses mots définitifs, laissant derrière eux un écho persistant, mélange de justice rendue et d'ombre irréductible. Les mois passent mais l'affaire ne quitte pas réellement les esprits, elle s'installe comme une présence diffuse dans la mémoire collective de Lyon, un rappel constant que le passé peut ressurgir à tout moment, que les certitudes construites au fil des années peuvent vaciller sous le poids d'une révélation tardive, et tandis que la procédure d'appel est évoquée par la défense, la tension renaît, plus sourde mais toujours palpable, comme si le verdict prononcé n'avait été qu'une étape dans un parcours judiciaire encore inachevé. Dans les rédactions, on continue d'analyser chaque détail, de revisiter les pièces du dossier, de questionner les experts, et certains journalistes fouillent encore les années 90, cherchant à comprendre ce qui, à l'époque, a pu empêcher l'identification du coupable, s'il s'agit simplement d'un manque technologique ou d'une série d'erreurs humaines, et cette relecture du passé donne à l'affaire une dimension presque introspective, obligeant les institutions à examiner leurs propres failles. Les anciens enquêteurs, désormais à la retraite pour la plupart, vivent cette nouvelle phase avec une émotion mêlée d'inquiétude, car si la condamnation est confirmée, leur persévérance tardive sera saluée, mais si elle est fragilisée par un appel ou une révélation inattendue, ils devront affronter à nouveau le spectre du doute, cette impression d'avoir été si proche d'une vérité sans jamais pouvoir la saisir pleinement. Dans les quartiers où la victime avait grandi, son nom circule à nouveau, non plus seulement comme celui d'une jeune femme disparue tragiquement, mais comme celui d'une affaire devenue symbole, un cold case transformé en précédent judiciaire, et cette transformation modifie la manière dont la communauté se souvient d'elle, oscillant entre l'intimité du souvenir personnel et la dimension publique d'un drame désormais inscrit dans les annales régionales. La famille, quant à elle, tente de retrouver un semblant de normalité, mais chaque article, chaque débat télévisé ravive l'émotion, et l'idée d'un éventuel appel maintient une forme d'incertitude, comme si la plaie cicatrisait à peine avant d'être de nouveau effleurée, et dans cette attente prolongée, le temps semble à la fois s'étirer et se contracter, rappelant étrangement les longues années d'avant l'arrestation. Les juristes discutent des implications techniques du dossier, soulignent la solidité des analyses ADN, mais reconnaissent que la justice ne repose jamais sur un seul élément isolé, qu'elle exige une cohérence d'ensemble, une articulation logique entre preuves scientifiques et contexte factuel, et ces discussions nourrissent un débat plus large sur la place de la génétique dans les procès contemporains, sur le risque de sacraliser la science sans interroger ses limites. Dans les universités, l'affaire est étudiée comme un cas d'école, on décortique la chronologie, on analyse la stratégie de l'accusation et celle de la défense, on s'interroge sur la gestion médiatique d'un cold case ressuscité, et cette appropriation académique contraste avec la douleur brute qui demeure au cœur du dossier, rappelant que derrière chaque analyse se trouve une vie interrompue. L'homme condamné, de son côté, devient une figure presque abstraite pour le grand public, son visage se fige dans les images d'archives du procès, et ses déclarations d'innocence répétées continuent d'alimenter les conversations,
car certains se demandent comment un individu pourrait maintenir une telle ligne de défense face à des preuves jugées accablantes, tandis que d'autres estiment que l'histoire judiciaire est jalonnée de condamnations contestées, et que la prudence reste de mise tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées. La ville, elle, poursuit son rythme, les marchés s'installent, les terrasses se remplissent, les péniches glissent sur la Saône, mais sous cette apparente normalité subsiste une conscience aiguë du drame qui s'est joué autrefois sur ces berges, et l'idée que la justice a mis presque 30 ans à trancher renforce une forme d'humilité collective face à la complexité des affaires humaines. À mesure que l'affaire s'éloigne des unes quotidiennes pour s'installer dans les dossiers de fond, une réflexion plus large émerge sur la notion même de clôture, car un verdict, même définitif, ne supprime pas les interrogations existentielles qu'un crime soulève, il ne répond pas aux pourquoi les plus profonds, il ne reconstitue pas les dernières pensées d'une victime ni les motivations intimes d'un agresseur, et cette impossibilité de tout comprendre laisse une zone d'ombre que la procédure judiciaire ne peut combler. Les proches de la victime parlent parfois de cette ombre, de cette sensation que quelque chose échappe encore, non pas sur l'identité du coupable telle qu'établie par la cour, mais sur la dynamique précise de la nuit fatale, sur les secondes décisives où le destin a basculé, et ces questions, même sans réponse, font partie intégrante de leur mémoire, comme un écho persistant. Dans les médias nationaux, l'affaire de Lyon est désormais citée aux côtés d'autres dossiers longtemps irrésolus. Elle symbolise la capacité des institutions à rouvrir les archives, à confronter le passé, mais elle rappelle aussi le coût humain de l'attente, les années d'incertitude qui s'accumulent avant qu'une arrestation tardive ne vienne bouleverser une région entière. Les débats sur la prescription, sur la conservation des preuves, sur les moyens alloués aux unités spécialisées dans les cold cases se multiplient, preuve que l'impact dépasse largement le cadre local, et que ce drame ancien a provoqué une onde de choc durable dans le paysage judiciaire français. Pourtant, au-delà des analyses et des réformes envisagées, il reste l'essentiel, la mémoire d'une jeune femme dont la vie s'est arrêtée brutalement en 1998, et cette mémoire ne dépend ni des statistiques ni des jurisprudences, elle s'inscrit dans les gestes simples de ceux qui continuent à prononcer son prénom, à se souvenir de son sourire, à raconter ce qu'elle aimait, comme pour affirmer que derrière le cold case résolu, il y avait avant toute une existence singulière. Lorsque la perspective d'un appel se précise, la tension revient subtilement, les caméras se préparent à nouveau, les commentaires se réactivent, et l'affaire prouve une fois de plus qu'elle refuse de s'éteindre complètement, qu'elle continue de vivre à travers chaque étape judiciaire, chaque débat public, chaque souvenir ravivé. Ainsi, même à l'approche d'une éventuelle confirmation définitive du jugement, Lyon demeure marqué par cette histoire qui a traversé les décennies, une histoire de disparition, de silence, de science et de justice tardive, une histoire qui rappelle que le temps ne dissout pas nécessairement les mystères mais peut parfois les révéler avec une force inattendue, laissant derrière lui un mélange complexe de soulagement et d'interrogation, et l'impression persistante que certaines affaires, même lorsqu'elles semblent enfin refermées, continuent de vibrer longuement dans la conscience collective, comme un battement discret mais indélébile.